Là, on va parler de travaux de rénovation réalisés par des entreprises, hein, de travaux. On va pas parler de l'auto-rénovation. Pourquoi? Parce que on pense en tout cas, et je pense que Learnino, c'est la même chose, que le temps employé pour faire de la rénovation, même si on peut le faire peut-être de manière ponctuelle ou sur certains sujets, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir déléguer pour consacrer son temps à autre chose. Donc là, on va vraiment parler voilà, de chiffrage de travaux autour des entreprises de rénovation. Et là, c'est le sommaire, donc comment comparer les devis, les acomptes de chantier. On va parler un petit peu de choix de matériaux, rénovation énergétique, anticipation de problèmes et puis quelques points d'attention sur les sujets de rénovation avec aide financière, notamment pour la rénovation énergétique. Et donc, du coup, est-ce qu'il faut déléguer tous les travaux? Alors, on pense que ce qui est important, c'est de voir surtout en fonction du temps disponible et des compétences que vous avez. C'est pas une mauvaise idée de faire certaines choses, notamment peut-être la démolition, ce qu'on appelle le curage, classiquement dans le BTP. Éventuellement la peinture, parce que ça ne demande pas énormément de compétences, mais il faut savoir que tout ça, c'est du temps passé. Donc, la plupart des profils investisseurs et ceux qui suivent leurs animaux sont plutôt engagés vers une délégation des travaux par un professionnel. Et même nous, on est plutôt partie prenante du professionnel qui gère l'ensemble des travaux, donc ce qu'on appelle l'entreprise générale, puisqu'il existe d'autres modes de réalisation de travaux par des entreprises, ce qu'on appelle en corps d'état séparés. Vous faites appel à un plombier, un électricien et un maçon éventuellement, et vous faites la coordination des trois. Donc nous, on privilégie le tout corps d'état parce que c'est beaucoup plus simple, ça nous évite de s'éparpiller dans les projets. En tout cas, voilà, la démolition, la peinture et les pauses d'électroménager peuvent être des éléments envisageables et qui peuvent faire économiser un peu d'argent. Et notamment si vous avez en plus des compétences en pose de revêtement de sol ou du meuble basque, un petit peu plomberie et du dressing en kit. Voilà, c'est ces travaux que l'on peut déléguer, mais pour le reste, en tout cas, pour plein de raisons, on va parler maintenant d'entreprise. Et donc, quand on parle d'entreprise, alors évidemment, on ne va pas resynthétiser. Pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois, quand on avait parlé de rénovation énergétique, on en avait un petit peu parlé. Mais il faut trouver la bonne entreprise, hein, c'est un peu la clé. Et ça passe de toute façon par une comparaison de devis. On conseille de toute façon de faire plusieurs devis artisans. La question qu'on se pose quand on a des devis et plusieurs devis, c'est comment on les compare. Et c'est pas si évident que ça, parce que déjà, il faut auditer un peu ce qu'on a en termes de précision dans le devis. Là, je vous ai mis un exemple sur la droite de chiffrage dit par prestation. Donc on voit une ligne par prestation, ce qui permet d'avoir un prix par prestation, donc unitaire, et ce qui permet vraiment de pouvoir identifier les différentes prestations, les différents lots de travaux qu'il va y avoir sur le chantier. Et c'est plus facile de partir de ce niveau de détail en comparant plusieurs artisans plutôt qu'un niveau de détail au forfait. Parce qu'on voit souvent, je pense que vous l'avez déjà constaté, dans certains devis, là où j'ai un devis salle de bain avec des lignes qui précisent quels sont les prix de chaque prestation, parfois on a un forfait global qui définit l'ensemble de la salle de bain, disons 8 000 € de salle de bain, mais on ne sait pas trop ce qu'on achète. Donc le but, c'est quand même de savoir ce qu'on achète. L'outil que je vais vous présenter, il permet ça. Mais j'ai conscience que de toute façon, en fonction du moment où vous allez demander un chiffrage à une entreprise, vous n'allez pas forcément avoir ce niveau de détail. En tout cas, il faut tendre vers ce niveau de détail si vous voulez pouvoir comparer d'une part et avoir un niveau d'optimisation suffisant. Parce que le fait de travailler au forfait, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans le détail de ce que vous achetez. Euh, et vous ne saurez pas optimiser. Et notamment, un élément important, c'est la quantité qui est indiquée par l'entreprise, puisque le prix unitaire est relié à une quantité qu'il faut vérifier, puisque deux artisans peuvent faire des oublis ou des approximations sur des surfaces. Ça peut avoir un impact dans certains cas pour des travaux qui coûtent cher au mètre carré, par exemple. Et le fait d'avoir ce niveau de détail, ça vous permet de demander des détails sur les matériaux et techniques utilisés. Voilà, pouvoir discuter sur une base un tout petit peu plus précise que si vous aviez tout au forfait. Donc ça, c'est la première chose.
On va parler des acomptes chantier rapidement. Bon, vous le savez, cash is king. Dans votre scope d'investisseur, vous savez que l'argent, le cash, c'est ce qui est important. C'est un peu le pétrole dans la machine. Et dans les travaux, ça a une importance que certains négligent un peu. C'est que bah, l'argent, c'est ce qui vous permet d'avoir, mine de rien, une position de force ou de faiblesse en fonction de si vous êtes en avance de phase ou en retard par rapport à ce que vous donnez à l'entreprise qui fait les travaux. Alors, il y a quand même quelques règles de manière générale qui ne sont pas universelles, mais qui sont souvent appliquées par les entreprises, et il faut jouer aussi avec ces règles-là, qui sont que la plupart du temps, une entreprise va vous demander un acompte. On dit qu'en général, pour un gros chantier de rénovation, ça va être 30%. Pour des travaux de fenêtres, par exemple, ça peut être un peu plus, ça peut aller de 40 à 50% en fonction du matériau, puisque cet acompte, en théorie, il est censé être utilisé pour l'achat des fournitures pour démarrer le chantier. Et c'est aussi un gage de confiance entre vous et l'artisan sur le démarrage du chantier. Lui, il sait que vous avez l'argent et vous lui faites confiance en lui donnant cet acompte. En revanche, il faut faire très attention euh, au moment où le chantier démarre, de pas, euh, euh, quand on donne au fur et à mesure, de pas être en avance de phase, c'est-à-dire de donner plus que ce qui a été réalisé. Parce que sinon, vous pouvez vous être confronté de manière directe ou alors même inconsciente par l'artisan à une sorte de rapport de force dans lequel il peut vous contraindre sur des choix. Si par exemple, il y a des choses qui pensent que vous n'avez pas prévues dans le chantier et qui voulaient faire ajouter en ce qu'on appelle travaux supplémentaires, si vous avez versé plus que prévu, bah voilà, il a un peu la main puisque c'est lui qui a plus d'argent que ce qu'il a fait. Donc il peut se construire une relation un peu néfaste autour de ça. Donc un artisan, une entreprise va comprendre que les paiements se font à l'avancement et tout va bien quand il y a quelque chose d'à peu près équilibré entre l'état réellement réalisé sur place et la compte versée. Voilà, juste pour rappeler ça, ça fait pas de mal, même si effectivement, je pense que vous êtes au courant de ces sujets. Maintenant, on va parler un petit peu cahier des charges des projets, gamme de matériaux. On va pas tout voir, mais en tout cas, certains exemples que nous, on constate et qui sont pas, qui sont subjectifs, mais qui donnent quand même une piste sur ce que vous pouvez faire ou pas, sachant qu'on reste toujours dans la réflexion, on est investisseur et on veut à la fois que le chantier il soit qualitatif, mais on veut pas trop payer non plus. Et comme l'usage, ça va être un usage locatif, on sait qu'il va y avoir des contraintes spécifiques liées à ça et du coup, on veut pas trop en faire non plus, puisque à la fin, il nous faut un rendement. Et donc, il y a quelques sujets. Au niveau du carrelage, nous, ce qu'on conseille, parce qu'on voit souvent des sujets au niveau des carrelages au sol, mettre de la qualité, c'est vraiment important. Et ça peut être demandé, vous pouvez explicitement le demander à l'artisan si vous n'avez pas l'info de ce que vous achetez en termes de matériaux. Mais en tout cas, le carrelage au sol, ça nous paraît important de mettre de la bonne qualité. Donc, je vous ai mis des ratios de prix de fourniture cette fois-ci, hein, c'est pas en fourniture et pose, c'est en prix de fourniture à titre informatif sur ce qu'on appelle un carrelage au sol, on va dire de bonne qualité, même s'il y a beaucoup plus cher que ça. Mais à partir de ces montants, vous allez trouver souvent de la bonne qualité, mais n'essayez pas de faire des économies sur certains matériaux qui sont très problématiques dès qu'il faut les reprendre. Le carrelage au mur, c'est un tout petit peu moins un problème, et c'est pour ça que nous, on conseille plutôt de partir sur un matériau standard, parce que la faïence, c'est moins sujet à problématique d'être abîmé. Vous pouvez aussi optimiser la surface carrelée dans une salle de bain. Si vous avez un niveau de détail suffisant, vous pouvez justement constater si l'artisan, dans votre discussion, il a pris en compte le fait de carreler complètement les murs. Et sachez que bah, en carrelant aux deux tiers ou à moitié la salle de bain, vous allez quand même gagner beaucoup puisque le post-carrelage représente quand même souvent un poste justement important. Donc là-dessus, il y a moyen d'optimiser son cahier des charges et d'en discuter dès la conception avec le ou les artisans. Au niveau du sol stratifié, ce qu'on appelle stratifié parquet, donc ce qu'on appelle le stratifié souvent, donc c'est pas du parquet, c'est du sol stratifié.
flottant. Ce qu'on conseille, c'est de prendre de la gamme intensive parce qu'on se rend compte que sur des gammes inférieures, on a souvent des problématiques de durabilité, durabilité dans le temps. Si vous devez refaire un sol flottant tous les 5 ans, voilà, ça va vite pas être rentable comme type de travaux. Donc, sur ce poste-là, si vous mettez un sol stratifié qui n'est pas un parquet que vous ne pouvez pas poncer, prenez de la bonne qualité. Si vous partez sur du parquet contreplaqué ou massif, mettez-le en pose collée parce qu'on le voit de plus en plus en pose flottante, mais c'est pas une bonne idée parce que ça va bouger. Mais en pose collée, vous pourrez le poncer et ça peut durer 15-20 ans sans problème. Et donc, si vous avez un peu plus de budget, plutôt partir sur ce type de sol, notamment sur des pièces, les pièces principales, salon, séjour, chambre. Et éviter les lames PVC, en tout cas, ça c'est un conseil nous qu'on fait. On n'est pas trop fan. On a souvent des retours en SAV liés à ce type de sol parce que ça bouge et c'est pas très agréable à la marche. Ça fait vraiment pas très cher et c'est pas très durable dans le temps. Surtout pas très durable d'un point de vue écologique pour le coup, puisque c'est du pétrole. Donc nous, on n'est pas trop fan des lames en PVC. Même si on a de très bonnes qualités, mais dans ce cas-là, il faut vraiment, vraiment mettre le prix. Au niveau douche, baignoire, bon, ce qu'on conseille, parce qu'on a des sujets régulièrement, c'est les bacs en résine. Évitez les bacs en résine. Ils peuvent se fissurer assez facilement. Les constructeurs ont tendance à tirer les prix vers le bas. Et du coup, la qualité, ce qu'on constate, nous, c'est que ces dernières années, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Il vaut mieux payer un bac un peu plus cher au départ en céramique ou à carrelé si vraiment vous avez plus de budget pour avoir vraiment quelque chose qui va durer dans le temps, surtout pour de la location. Parce que c'est des travaux qui peuvent vous coûter très cher si ça doit être fait pendant la location, surtout si c'est fait en urgence. Il faut savoir que les travaux faits en urgence, ils coûtent toujours beaucoup plus cher que les travaux qui sont anticipés et préparés. Donc, à certains postes, il faut vraiment privilégier les choses robustes, notamment, nous, ce qu'on conseille, c'est d'éviter les parois coulissantes. C'est pas toujours possible, mais tout ce qui est un peu compliqué et qui est soumis à être abîmé rapidement, on déconseille. Pour la robinetterie, la gamme standard, en général, elle suffit, mais pas le premier prix, parce que il faut différencier vraiment les premiers prix qui se cassent en à peine quelques années de la gamme standard, qui est vraiment le classique, qui est utilisé en masse, qui est vendu en masse dans vos magasins. Cela, en général, ça va. Sauf si vous faites vraiment de la courte durée. Là, on vous conseille vraiment de mettre de la robinetterie plutôt moyen haut de gamme parce que en courte durée, vous avez d'autres contraintes qui sont le délai d'intervention. Si un locataire a une problématique de robinetterie pendant son séjour, vous allez devoir intervenir en urgence, ça va vous coûter cher. Donc, dans ce cas-là, plutôt mettre une robinetterie pardon, haut de gamme, c'est plutôt conseillé. Après, bon, les cuisines en kit, hein, de toute façon, en tant qu'investisseur, je pense que vous le savez, on privilégie tout ce qui n'est pas sur mesure et éventuellement personnalisable comme la gamme IKEA. Mais voilà, ça fait en général l'affaire pour de la location. Et après, il y a une optimisation qui consiste à, pourquoi pas, faire poser par un artisan du fournisseur ou un micro-entrepreneur. Il y a peut-être quelques centaines d'euros à aller gagner par rapport à votre entreprise générale qui vous fait l'ensemble du chantier. Encore une fois, dès que vous allez mettre le doigt sur le fait de devoir faire euh, plusieurs corps d'état par plusieurs artisans, vous allez devoir gérer le chantier de manière un peu plus complexe. Donc, si vous avez le temps de le faire et l'envie, pourquoi pas, mais nous, en tout cas, on conseille de tout faire par une même personne. Mais voilà, il y a une petite optimisation financière quand même à faire poser par un artisan du fournisseur qui a l'habitude de poser cette cuisine. Et après, ça dépend là, excuse-moi de te couper, ça dépend de la taille du chantier aussi, hein. Si c'est un chantier assez simple, ce Les sera. volets électriques, ouais. Non, je disais, ça dépend de la taille du chantier. Si c'est un chantier assez simple, vous pouvez gérer plusieurs artisans. Ouais, c'est vrai que ça dépend de ça aussi. C'est vrai que quand je parle de chantier, je parle de rénovation complète, mais si vous avez juste une cuisine à poser, éventuellement, vous aurez un plombier, et un cuisiniste ou un menuisier. Et ça peut être relativement simple. Ce qu'il faut faire attention, c'est les limites de prestation entre les corps d'État, parce que ça paraît simple comme ça, de se dire bah, le peintre il peint et puis l'électricien il fait l'électricité, mais en fait, il y a vraiment des choses à voir, en tout cas si vous faites ça entre eux. Et il faut faire vraiment la coordination entre les deux parce que c'est pas toujours très clair de où s'arrête la tâche de l'un et où commence celle de l'autre. Voilà. C'est pour ça que nous, on est plutôt sur le modèle entreprise générale, nos prix sont basés là-dessus.
Mais effectivement, c'est possible aussi de gérer plusieurs artisans. Surtout quand c'est des lots très spécifiques, hein. Pourquoi pas gérer plusieurs artisans? Donc je disais, ouais, les volets, les roulants électriques, bon, on a quand même pas mal de retours sur des sujets. Alors, c'est pas tant la durabilité, parce que ça peut tenir quand même relativement longtemps, mais quand ça casse, ça coûte très cher à réparer, c'est très contraignant. Pareil pour les portes coulissantes, bon, bah, il y a un gain substantiel en chantier à mettre une porte coulissante, donc, comme vous voyez sur la première image là en haut, plutôt qu'une porte à galandage qui, elle, s'inclut dans la cloison. Je ne sais pas si on le distingue correctement sur l'image de droite. Voilà, donc ça coûte beaucoup plus cher à l'achat de mettre une porte à galandage. C'est quand même un tout petit peu plus pratique puisque il y a moins de contraintes au niveau de l'aménagement, mais il faut savoir que ça coûte plus cher à l'achat et si ça casse, voilà, c'est un petit peu plus compliqué à réparer qu'une porte coulissante très simple comme celle que vous voyez, hein. Après, sur l'électricité, partir sur des gammes standards électriques, c'est souvent bien. Alors, regardez justement dans les devis de vos électriciens de l'entreprise, parce que parfois, ils prennent des gammes un peu plus haut de gamme. Ils ont l'habitude de travailler avec leur propre gamme. Mais si vous leur demandez sur les appareillages de partir sur du standard, vous pouvez gagner quand même pas mal d'argent parce que les accessoires d'appareils électriques coûtent très cher, hein. De 5 à 10 euros par accessoire, il y en a quand même quelques dizaines, presque centaines pour des gros logements. Donc ça peut valoir le coup de se pencher là-dessus. Et après, de manière générale, éviter au maximum les éléments trop complexes ou sur mesure. Il y a pas mal la mode en ce moment des verrières intérieures. Si on reste sur du standard et que dans votre projet c'est cadré comme ça va aller puisqu'il y a des fournisseurs qui fournissent des verrières toutes faites juste à poser. C'est pas très compliqué, mais si vous faites du sur mesure là tout de suite, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Idem pour les dressings. Donc ça, c'était de manière générale un peu nous ce qu'on voit sur les choses optimisables ou à faire attention dans un projet de travaux classique. Si on parle des travaux de rénovation énergétique, euh, il y a aussi des choses à regarder quand on veut optimiser le coût sur performance, notamment au niveau de la performance. Nous, ce qu'on conseille pour les investisseurs, c'est de viser l'étiquette D. Ça peut paraître pas très bon pour certains ou très bon pour d'autres, ça dépend comment on voit la chose, mais c'est souvent le bon compromis. Il y a des appartements, des immeubles pour lesquels c'est assez compliqué d'atteindre l'étiquette D, mais de manière la plus générale possible, l'étiquette D est souvent le bon compromis en coût sur performance. Atteindre l'étiquette C ou l'étiquette B, ça va vous demander un coût d'investissement beaucoup plus élevé avec souvent des systèmes de chauffage et de chaude sanitaire qui coûtent très cher. Donc quand on parle d'atteinte de l'étiquette D, si on généralise un petit peu, on parle d'isoler les murs qui donnent sur l'extérieur par l'intérieur. Si vous commencez à isoler par l'extérieur, ça va vous coûter beaucoup plus cher, il faut le savoir. Peut-être que pour d'autres raisons, vous allez plutôt vous privilégier l'isolation par l'extérieur, mais d'un point de vue purement coût dans l'absolu, il vaut mieux isoler par l'intérieur. Surtout si on fait une rénovation complète avec la rénovation électrique. Ça permet d'optimiser certains postes. Remplacer les fenêtres en simple vitrage, c'est la base maintenant, et ça a un impact sur le DPE. En l'occurrence, les doubles vitrages, c'est pas tout le temps utile de les remplacer s'ils ont moins de 30 ans. Parfois, ils sont relativement performants et les changer, en tout cas, va pas améliorer significativement la note. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. Ensuite, un des premiers postes sur l'enveloppe avec l'isolation des murs, c'est les combles perdus ou aménagés. Ça fait gagner énormément dans le DPE et ça coûte pas excessivement cher, surtout les combles perdus, les combles aménagés. C'est autre chose parce qu'il faut en général plaquer avec du placo, donc ça oblige à plus de travaux. Mais les combles perdus, c'est vraiment la base si vous avez un bâtiment ou si vous êtes au dernier étage, ça vous fera gagner beaucoup. Mettre un système de ventilation permanent dans le DPE, ça a un impact parfois. Parfois, c'est beaucoup moins le cas, ça va dépendre des cas de figure, des appartements, des immeubles. Mais dans tous les cas, le fait de mettre un système de ventilation, ça vous permet d'avoir une durabilité globale du bien de l'immeuble un peu plus important. Vous aurez moins de problèmes de condensation, moins de problèmes d'humidité, vous referez moins les peintures, les locataires se sentiront mieux dedans. Donc c'est quand même conseillé dans le cadre d'une rénovation de mettre un système de ventilation s'il n'y en a pas, et s'il y en a déjà un, d'essayer de voir si c'est pas possible de l'adapter pour qu'il consomme le moins possible d'un point de vue énergétique. Donc c'est ce qu'on appelle les ventilations hygroréglables. Ensuite,
Si on regarde les systèmes, classiquement, les radiateurs électriques, c'est quand même ce qu'il y a de plus optimisé pour l'investisseur, parce que moins cher, parce que plus facile à entretenir, plus facile à remplacer. Par contre, dans le DPE, voilà, c'est un peu le sujet du moment, c'est que c'est pas très bien noté. Et ça va nécessiter en amont d'avoir vraiment bien isolé, que ce soit bah, les murs, les plafonds, éventuellement les planchers bas, pour pouvoir tenir cette étiquette D. Conserver une chaudière gaz si elle est existante, c'est pas un mauvais calcul, surtout si vous la remplacez par une chaudière gaz à condensation, parce que ça va vous permettre dans des cas plus fréquents voilà, d'atteindre l'étiquette D plus facilement qu'avec des radiateurs. Et puis au niveau du ballon d'eau chaude, voilà, il y a deux modes de réflexion possibles. Le volume le plus petit possible, c'est toujours la meilleure solution, mais il faut que ce soit en cohérence avec le locataire qui sera en place. Et si possible, techniquement, mettre un ballon thermodynamique, ça va tout de suite vous faire passer, souvent si vous avez fait le reste au-dessus, en étiquette D, voire peut-être en étiquette C. Et ça, c'est souvent faisable en immeuble, maison individuelle. En appartement, il y a des ballons thermodynamiques qui existent. Ils ne sont pas toujours installables, mais c'est une bonne idée parfois quand on est à la limite entre le E et le D pour passer en D, notamment. Hop. Alors, j'ai un dessin sur mon écran. Je ne sais pas qui a fait ces petits dessins. Ouais, tu peux. Alors, il faut que tu fermes et rouvres. Et Ah, ok. si c'est possible d'éviter de faire ça, je ne peux pas couper en fait. Ouais, Je bon, sais c'est pas pas très grave. pourquoi. Écoute. Hop. Ah non, j'ai regardé depuis le Voilà, début. normalement, faut carrément que tu fermes. Ouais. Carrément que tu fermes le document, que tu rouvres. Ah oui. Bon, ouais, écoute, c'est pas très grave. On va faire ça. S'il y en a d'autres, tu le fais. Ouais. Euh, voilà, sur les sujets énergétiques. Donc, il y a des points d'attention, pareil, hein, la continuité quand vous faites des travaux de rénovation énergétique. Si vous demandez des aides financières, quelques prérequis, quelques bonnes pratiques, faites indiquer dans les devis les performances thermiques précises des différents éléments que vous allez mettre. Ça peut être les isolants, les fenêtres, les systèmes de chauffage. Le devis il doit correspondre en tout point au scénario de l'audit énergétique. Moi, je vois souvent des devis travaux qui ne correspondent pas. Et du coup, quand ça passe en commission auprès de l'ANA, en fait, les projets sont refusés et ils doivent être recalés et réenvoyés auprès de l'ANA. L'ANA qui est l'organisme, en gros, pour la plupart des dossiers, qui va étudier ma prime rénov pour avoir les aides à la rénovation énergétique. Et donc, surtout, ne jamais signer un devis avant que l'organisme constate que votre dossier il est conforme par l'intermédiaire du bureau d'études qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénov, que vous allez dans la majorité des cas devoir utiliser. Vous allez devoir faire appel à un bureau d'études Mon Accompagnateur Rénov et ne surtout pas signer le devis travaux avant, que ça soit validé en commission. Parce que si vous signez un devis travaux avec une entreprise, qu'on vous refuse les aides, bah, théoriquement, vous êtes engagé contractuellement avec l'entreprise. Ça peut poser certains problèmes. Et après travaux, très important, demander une facture détaillée, hein. Parfois, les propriétaires, dans le feu de la fin des travaux et de la mise en location, ils oublient de demander cette facture et vérifier qu'elle soit bien détaillée avec les mêmes performances thermiques pour que ça soit repris par le diagnostiqueur qui va vous refaire le DPE après travaux. Voilà. Comment anticiper les problèmes? Bon, aller régulièrement sur le chantier, c'est quand même un prérequis. Alors, si vous ne pouvez pas, essayer de voir avec quelqu'un de confiance pour qu'il puisse aller sur le chantier. Sur un gros chantier, y aller une fois par semaine, c'est vraiment le minimum. Sur un chantier qui s'échelonne sur plusieurs mois. Mais il faut aller sur le chantier pour pouvoir poser des questions et pouvoir bah, s'entretenir avec l'entreprise ou les entreprises. Parce que sur un chantier, il y a toujours des aléas, des choses qui ne se passent pas forcément comme on avait prévu ou des points à éclaircir. Et donc, c'est important d'avoir été sur chantier, d'avoir pris des photos, d'avoir posé des questions et en cas d'aléa, de garder une attitude flexible face à l'entreprise. Quand je dis ça, je pense surtout au fait de considérer que l'entreprise, effectivement, elle vous a fait un devis, que s'il y a quelque chose pendant le chantier, par exemple, on se rend compte que un élément est beaucoup plus abîmé et qu'il faut le remplacer, voilà, d'essayer d'être conciliant avec l'entreprise sur certains points. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une marge financière en cas d'imprévu. Ne pas partir avec un devis qui est vraiment pile poil le budget qu'on s'est fixé. C'est pas souvent une très bonne idée parce que s'il y a le moindre écart dû à l'entreprise ou pas, hein, et que vous ne pouvez pas faire face et que ça va tendre les relations entre vous,
bah, les travaux, ça reste de l'humain. Et donc, si vous avez gardé cette petite marge qui vous permet d'anticiper un problème que ni vous ni l'artisan n'avez prévu, voilà, bah, tout le monde est content et vous arrivez à finir votre chantier sans trop de tension. Voilà, comment anticiper les problèmes. L'objectif final étant que bah, le prix de l'acquisition, en tout cas, on tend vers ça, c'est pas toujours faisable, mais le prix de l'acquisition et des travaux associés à la valorisation liée aux travaux, évidemment, que votre bien, une fois rénové, il soit toujours dans les prix du marché. En tout cas, le plus proche possible, c'est quand même assez compliqué, vu les prix des travaux liés quand même aux charges, aux charges liées au travail en France. Mais le but est quand même d'être au plus proche des prix du marché pour que votre opération elle soit juste après travaux toujours rentable si jamais vous devez vendre plus rapidement que prévu. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces conseils autour des travaux. Maintenant, on va rentrer dans le dur, si je puis dire, au niveau du chiffrage. Euh, on avait parlé la dernière fois déjà de ces ratios pour ceux qui étaient là. Euh, le chiffrage au ratio, c'est bien, mais il comporte quand même une vraie problématique qui est qu'il ne prend pas bah, tous les paramètres que je vous ai indiqués en dessous, le type de travaux à réaliser, réellement en tout cas, la surface du bien, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes ratios pour un studio que pour une maison que pour un immeuble, parce que pas les mêmes travaux. Le secteur géographique, ça influe quand même pas mal sur le prix des travaux, on s'en rend compte. Le type d'entreprise également, on a parlé, voilà, la micro-entreprise ou toutes les entreprises à gérer en même temps, plutôt que l'entreprise générale, bah forcément, il y a un petit écart. La gamme des matériaux de finition aussi peut créer des écarts par rapport à ces ratios qu'on se donne régulièrement. Le nombre de salles de bain dans un bien, tout ça fait que ces ratios, ils ont le mérite d'être là, et ils ont le mérite de vous permettre d'avoir en tête des ordres de grandeur, mais ils sont souvent pas suffisants quand on veut aller au bout d'une négociation et justement quand on veut justifier des prix de travaux, par exemple auprès d'un vendeur, quand on est dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que nous, on a monté cette application. Donc il n'y a pas que notre application, de ce que j'ai compris, Learnimo a son propre outil qui permet de faire aussi un préchiffrage de travaux. Et donc c'est ce qu'on va Oui, voir maintenant. tout à fait. Juste, tu peux en Ouais. profiter hein, pour peut-être fermer et rouvrir. Comme ça, on Ouais. enlève le trait. Si quelqu'un connaît l'option pour empêcher les personnes de Ah, dessiner, n'hésitez pas à me la communiquer en message. Voilà, donc en fait, donc là concrètement, ce qu'a dit Antoine, c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire que le but, c'est de faire très attention de ne pas chiffrer au mètre carré. C'est-à-dire, c'est 1000 euros du mètre carré, c'est 700 euros du mètre carré. Le but, c'est vraiment de challenger les, euh, les projets de rénovation. D'accord? Des fois, on ne fait pas tout, on fait des choix. Et de chiffrer de façon plus précise. D'accord? Parce qu'en fait, par exemple, on refait une salle de bain. Bah, le mètre carré d'une salle de bain, ça ne peut pas être le prix au mètre carré qu'une chambre ou un salon. Ça n'a rien à voir. Donc en fait, en gros, il y a des gros postes, salle de bain, cuisine, fenêtre. Et après, il y a des postes plutôt au mètre carré où le prix va varier en fonction des matériaux. Donc hmm. peinture, sol, etc. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va penser le projet. Donc dans la formation Learn vous avez le simulateur de travaux, d'accord? Donc vous l'avez dans les outils, vous pouvez le télécharger. Et l'application mobile, ça va être un complément finalement, hein. Ça va un petit peu faire la même chose. Donc n'hésitez pas aussi à la tester, hein, à l'utiliser. On a fait cette présentation parce elle est vraiment poussée, hein. C'est pas bah, vous allez voir hein, qu'il va faire la présentation. Et juste, donc Antoine, pour ceux qui n'étaient pas là dans la dernière présentation, il avait fait une présentation plus axée sur les travaux de rénovation énergétique. Donc vous avez les rediffusions dans votre espace de formation dans la partie rénovation énergétique, hein. Donc vous pourrez évidemment suivre aussi cette conférence-là. Voilà, je te laisse la parole, Antoine. Yes, mais tu as raison. C'est pourquoi maintenant les ratios sont plus suffisants? Parce qu'avant, notamment, le sujet des travaux de rénovation énergétique n'était pas forcément pris en compte. En tout cas, il y avait beaucoup moins de travaux, il y avait beaucoup moins d'impact lié à ça. Euh, L'impact des travaux de rénovation énergétique peut être énorme. Si vous remplacez des fenêtres, si vous faites l'isolation des murs, si vous remplacez des radiateurs, tout ça peut faire monter les ratios. Et du coup, c'est important à votre niveau de réflexion et votre niveau de professionnalisme autour de l'investissement immobilier de pouvoir aller plus loin que ça.
Ça vous permet de vous professionnaliser un peu et surtout d'avoir des arguments un peu plus solides pour discuter, bah, comme on l'a dit, soit auprès du vendeur, soit auprès d'entreprises de travaux et même fournir des informations pour la banque, comme je l'ai dit au début. Donc, on va tester donc l'application Bisco. Donc, vous pouvez la retrouver soit enfin, en application web, soit sur les différents stores. Moi, je vais l'utiliser là en version web sur ordinateur parce que ce sera plus simple pour moi de vous faire la présentation. Et on va regarder plusieurs manières de l'utiliser. Voilà. Une première manière au niveau des travaux de rénovation de confort, donc c'est tout ce qui ne concerne pas les travaux énergétiques, avec des packages travaux qu'on a prédéfinis qui vous permettent d'aller relativement vite. Ensuite, un travail par pièce un peu plus poussé, une autre méthode sur une seule pièce. Et ensuite, on regardera un peu les travaux de rénovation énergétique, comment vous pouvez utiliser cette application pour faire ça. Alors, je vais partager hop, mon écran. Tout le monde voit toujours mon écran. Oui, C'est bon? OK. Donc, sur l'application, bon, c'est relativement simple. Vous saisissez une adresse. Tout commence de là. Parce que nos prix sont différents en fonction de la zone géographique. On a des partenaires un peu partout en France. Et les remontées qu'on a, c'est que, bah, effectivement, les prix sont un peu différents. Et donc, on s'adapte en fonction de nos partenariats. Donc les prix sont des prix établis avec nos entreprises. Dans les travaux, vous pouvez toujours trouver des prix plus bas, des prix plus hauts. L'important, c'est d'avoir une base qui vous permette de discuter avec un ensemble d'entreprises. De toute façon, il faut comparer et en comparant, vous vous rendrez compte des différents prix. Donc, il faut aller ensuite sur chiffrer ses travaux, parce qu'on a plusieurs fonctionnalités, mais la fonctionnalité chiffrer des travaux, c'est celle qu'on va regarder maintenant. Et ensuite, on arrive sur un panel qui vous permet de paramétrer assez rapidement comment comment est composé votre logement ou le bien que vous voulez chiffrer. Soit vous avez un immeuble et vous allez directement faire une seule pièce qui s'appelle ensemble, ou vous avez un appartement, vous voulez faire une seule pièce et vous mettre tous les travaux dedans, c'est possible. Mais le raisonnement le plus courant, c'est de définir les différentes pièces qu'on a dans son appartement, par exemple, ou dans son immeuble. Si l'immeuble est trop grand, je vous conseille de prendre ensemble, mais on va faire l'exemple d'un appartement avec une cuisine, une chambre, cuisine fermée, une salle de bain, hop, voilà, avec les WC à l'intérieur, un T2 de 50 mètres carrés, on va partir là-dessus. Donc ça prédéfinit des pièces à chiffrer. Et ensuite, on va regarder du coup la première méthode de chiffrage rapide, qui est celle qu'on utilise avec des packages de travaux tout faits dans lesquels on peut faire des modifications. Donc là, je suis dans la chambre, je vais me la définir comme 10 mètres carrés de surface au sol. Et ensuite, on a ces fameux packages ici, rafraîchissement, rénovation légère, rénovation complète. Globalement, rafraîchissement, c'est la peinture mur-plafond. Rénovation, il y a le sol avec. Et la rénovation complète, ça va inclure de la rénovation électrique et dans les pièces d'eau, donc cuisine, salle de bain, une rénovation complète de la pièce, plomberie, carrelage, voilà. Et donc, c'est ce qu'on va regarder là sur ce cas-là. On va partir sur une rénovation complète. Hop, ça me gêne un peu ça, je vais le mettre là. Dans chacune des pièces. Donc pareil, la cuisine, on va dire qu'elle fait bah voilà, 5 mètres carrés, c'est bien. Rénovation complète de cuisine. Et on va faire ça dans chaque pièce, donc de manière très rapide. 20 mètres carrés de séjour. Ça vous permet d'avoir en quelques secondes déjà, pour un appartement en T2, là je suis dans la salle de bain, 5 mètres carrés aussi, d'avoir un ensemble de travaux pour une rénovation complète. Mais rénovation complète, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, puisqu'il peut y avoir plusieurs types de rénovation complète. Là, ce qu'on a mis dedans, typiquement, il n'y a pas de rénovation énergétique et il n'y a pas de précision sur ce que vous achetez. Donc, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est regarder bah, dans chaque pièce les différents lots qui ont été intégrés. Donc, du sol, mur, plafond, de l'électricité. Si on regarde par exemple dans la cuisine, on voit que c'est une rénovation complète de cuisine, sol, mur, plafond en mur, ok, rénovation complète de l'électricité, de la plomberie pour la pose d'un évier, et il y a également toute la cuisine équipée. Donc de base, on met une cuisine IKEA ou équivalent. Vous pouvez paramétrer la longueur du plan de travail. On met une crédence et de l'électroménager que vous pouvez enlever comme bon vous semble, en modifiant directement en cliquant sur les différents paramètres dans Cuisine. Vous pouvez modifier si vous ne voulez pas d'électroménager.
pouvez supprimer, par exemple, le lave-vaisselle si vous n'avez pas de lave-vaisselle. Valider, hop, et ça va recalculer automatiquement. Vous pouvez faire ça dans n'importe quelle pièce. Dans la salle de bain, par exemple, on part du principe qu'on dépose une salle de bain et qu'on met une douche de mémoire, donc on peut le modifier directement ici pour vraiment s'attacher à votre projet. Euh, donc fourniture et pose de douche, mais si on veut pas de douche finalement et qu'on veut une baignoire, on va rajouter une baignoire ici. Hop, une baignoire simple avec une robinetterie entrée de gamme ou milieu de gamme. On laisse ces deux possibilités-là. Hop, et vous pouvez modifier comme vous voulez votre projet. Vous pouvez rajouter là, si on a un remplacement de WC dans la pièce, le fait d'ajouter un WC simple ou suspendu avec un WC existant à retirer. Hop, et valider, ce qui vous permet d'avoir en temps réel un prix de travaux euh, avec les différentes prestations à l'intérieur. Au niveau des surfaces de murs, elles sont définies automatiquement avec nos algos, mais vous pouvez les modifier vous-même si vous avez les réelles surfaces, parce que là, on ne les a pas demandées en faisant ces packages, mais vous pouvez directement modifier la surface de mur à repeindre si vous avez l'info. Dans le séjour, par exemple, si vous n'avez pas 34 mètres carrés, mais 30 mètres carrés, vous modifiez ici. Vous pouvez modifier le type de revêtement, l'état du type de revêtement que vous avez. Est-ce que en fait l'état de base il est en bon état, il est passable ou il est en mauvais état? Ça va appliquer une pondération à la peinture, puisque dans un cas on va juste mettre un coup de peinture, dans l'autre cas on va ratisser complètement le mur. Là, quand vous en êtes là, vous rentrez dans le détail, mais ça peut permettre de comparer des devis. Vous avez la possibilité d'ajouter des moulures, de faire des ouvertures dans des murs porteurs, d'ajouter des cloisons, de retirer des cloisons. Et vous l'avez tout ça dans le lot mur, dans l'exemple que j'ai pris. Donc là, on est toujours dans le séjour et vous pouvez mettre n'importe quelle prestation dans la pièce dans laquelle vous êtes. Voilà, et ça vous permet d'avoir un chiffrage dynamique. Euh, donc là, qui est parti d'un chiffrage au package, c'est-à-dire rénovation complète à laquelle on ajoute des prestations. On peut aussi raisonner directement en personnalisant de A à Z son projet. C'est un peu plus long, mais vous pouvez ajouter une pièce, par exemple une chambre. On va rajouter une chambre parce qu'on avait oublié de la mettre. On la rajoute ici, on choisit les travaux en mettant sa surface, on va dire 10 mètres carrés, directement en personnalisant. Donc on personnalise ses travaux et on va dans tous les lots un par un, en tout cas dans tous ceux dont on a besoin. Par exemple, au niveau du revêtement de sol, on peut décider de mettre du carrelage, du lino, de la moquette, du parquet collé ou flottant, PVC, ou de vitrifier et poncer un parquet existant. Ici, si on choisit un parquet, on a souvent trois gammes. Donc les gammes, les fameuses gammes dont je vous parlais, le standard, le milieu de gamme et le contre-collé en pousse flottante ici en l'occurrence. Donc le stratifié standard, par exemple. On met le revêtement existant, c'est important parce que ça va définir les niveaux de préparation du sol existant. Si on a de la moquette, par exemple, on sait qu'on va, en tout cas, on se laisse le choix, mais de base, on va proposer de ne pas garder le revêtement, d'enlever la moquette. C'est une prestation en plus. Et on valide et on ajoute, voilà, une par une, toutes les prestations dans la pièce. On voit ici, dépose de la moquette au sol, Il y avait une fourniture et question, Antoine, prestations. juste pour le, pour Ouais, le Karine qui demandait, enfin, il y a deux petites questions. Est-ce vas-y, qu'on parce peut que je vois mettre pas nos les. prix, justement, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, si Karine a identifié un stratifié à 20 euros du mètre carré, est-ce qu'elle peut remplir son prix directement? Alors non, on n'a pas laissé cette possibilité-là, mais ça pourrait être une bonne idée effectivement de modifier, de pouvoir modifier les prix de matériaux. Pour l'instant, non, on n'a pas laissé cette possibilité-là. Pour l'instant, vous voyez en fait entre parenthèses sur la gauche les prix fourniture seul. On voit en fait il y a D'accord. marqué matériaux sol stratifié standard, 319 euros du mètre carré. Donc là, on voit qu'on est à 31 euros. Donc, il faut trouver ce qui se rapproche le plus. Alors, il faut quand même repréciser que tout cet outil-là n'est pas forcément le devis final. Il faut bien se rappeler de ça. On va pouvoir s'en Ouais, c'est bon. servir, hein, et on va vous dire comment avec Antoine à la fin, mais ce n'est pas le devis final, parce qu'il y avait une question aussi de Jola qui est en Belgique. Mais c'est pareil, en France, les prix, ce n'est pas les mêmes de partout en France. Chaque zone peut avoir ses prix. Ouais. Mais en fait, n'oubliez pas que quand on analyse un projet, on a déjà besoin de savoir le montant des travaux. Et bien souvent, on ne sait pas. Donc ça Mm, mm. permet déjà, d'une part,
de pouvoir commencer à faire un chiffrage et d'avoir un ordre d'idée qui est assez précis, hein, parce que les prix vont pas non plus être. Voilà. D'autre part, ça vous permet d'identifier tous les postes, même sans être professionnel finalement. C'est-à-dire que là, vous avez tous les postes, on ne peut pas se Mhm. tromper, on ne peut pas oublier les choses. Donc ça, c'est hyper important. Et ça va vous servir d'ailleurs à faire des devis, parce que vous allez avoir le détail dont on parlait au départ pour éviter les erreurs. Pour faire des devis, vous allez aussi avoir tout le détail de chaque poste pour pouvoir faire vos devis. Mais à la fin, Antoine, je crois qu'on est d'accord là-dessus, avant d'acheter le bien, il y aura toujours un artisan qui va passer, une entreprise, pour Ouais, bien faire sûr. un devis final. D'accord? Bien sûr. On C'est une signe pas, estimation. voilà, on signe pas un immeuble juste avec ça. C'est déjà très précis, mais Mhm. on cherche toujours à tout vérifier. Donc, c'est important de le préciser quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais tu as tout à fait raison. Nous, nos prix, ils sont validés par nos partenaires, mais le risque, entre guillemets, c'est justement, il ne faut pas hésiter, il y a une messagerie dans l'application. Le risque, c'est d'oublier une prestation. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez un budget, il ne faut pas hésiter aussi à solliciter, que ce soit nos partenaires entreprises ou vos partenaires pour éditer un devis, mais ça vous permet de gagner quelques semaines. Parce qu'entre le moment où vous allez négocier un bien et le moment où vous allez passer à la banque, voilà, il va y avoir du temps. Vous allez pouvoir réfléchir et ça permet, comme dit Antoine, d'avoir une première réflexion. Ensuite, il faut faire venir un expert pour vérifier si vous n'avez pas oublié des prestations ou voir avec nous en amont. Il ne faut pas hésiter à nous poser les questions, encore une fois, dans la messagerie. Parce que le package travaux qu'on a utilisé avant pour préparamétrer les pièces, ça permet d'oublier le moins possible de prestations. Mais si vous partez comme on prenait l'exemple ici, de zéro en faisant toutes vos prestations une par une, voilà, faut pas oublier. Par exemple, si vous avez une fenêtre à mettre dans cette pièce, bah voilà, faut pas oublier à la mettre. Si vous la mettez pas, typiquement, il va manquer quelque chose dans votre chiffrage. D'où l'intérêt quand même voilà, de vraiment vérifier ce que vous faites et d'avoir un avis contradictoire quand vous avez besoin vraiment de vous faire confirmer un prix. Euh, Exactement. Et bien souvent, aussi en complément, Mm. sur le terrain, hein, parce que c'est souvent aussi là que ça se joue, les artisans, les entreprises, ils sont aussi force de proposition. Donc ça, c'est Exactement. important aussi. C'est-à-dire on va éviter, si vous allez visiter, je sais pas moi, 5 immeubles ou des appartements en une semaine, vous n'allez pas faire venir 5 fois une entreprise. Par contre, vous pouvez utiliser clairement l'outil à chaque fois, hein, ou le simulateur d'animaux. Et après, vous allez faire passer les artisans quand vous allez voir que vraiment vous allez vous positionner sur un bien. Et donc ça aussi, on va combiner ça parce que les artisans, bien souvent les entreprises, ils sont aussi force de proposition, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, là comme Anthony, il va donner des conseils, ah tiens, tel matériau. Mais aussi sur place, ils vont vous dire, ça on pourrait le faire, ça éventuellement on peut ne pas le faire, faire différemment, on peut économiser là-dessus, par contre, il ne faut pas économiser là-dessus. Donc ça, c'est aussi un plus, hein, vraiment sur le terrain d'avoir des entrepreneurs qui sont expérimentés, hein, donc vous aident aussi à monter le projet de rénovation. Ouais. Et du coup, dans les usages, c'est vrai qu'on a pas mal évoqué les sujets, mais en négociation, ces prix vous permettent de télécharger du coup un récap que vous pouvez utiliser, comme on l'a dit, soit pour négocier avec le vendeur sur la base d'éléments tangibles, soit comparer avec un artisan qui n'a pas voulu forcément se déplacer parce que c'est compliqué de faire déplacer les artisans quand on n'a même pas fait une offre, qu'on n'a pas signé un compromis. Et pour votre banque, pareil, c'est un chiffrage, c'est pas un devis. La plupart du temps, les banquiers, ce type de chiffrage en amont passe complètement après. Il y a des conseillers, et surtout si les travaux sont conséquents par rapport à la valeur du bien, où ils vont vous demander de toute façon de faire passer des entreprises, mais vous aurez tout le temps à ce moment-là d'en faire passer. Mais en tout cas, en négociation avancée, ça vous permet d'avoir un élément tangible sur lequel vous appuyez pour avoir de l'info. Il y a Salvatore qui pose la question, est-ce que ça a utilisé avant de faire une offre? Tout à fait. Ça a Ouais. utilisé avant de faire une offre. En fait, ça vous permet de chiffrer rapidement et de pouvoir vous positionner sur un bien, Mm. faire une offre, et après, vous allez avoir le temps entre l'offre, la négociation, le compromis, si vous avancez, de faire passer les professionnels. En fait, vous allez avoir le temps pour faire ça. D'accord? Mais si vous devez faire une offre assez rapidement et négocier, clairement, ce genre d'application-là, le simulateur Learnimo, vous sert totalement là-dessus. Ouais. Et l'idée, c'est de corroborer les informations à la fois que vous aurez via le simulateur Learnimo et celui-ci.
Le but étant que de toute façon vous ayez plus d'informations qu'au départ. Et l'information, c'est quand même la clé dans l'immobilier. Euh, c'est avec l'information qu'on peut faire des choses. Donc le fait que vous ayez cette information, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance. Et du coup, moi, ce que je vous conseille pour pas se louper sur le fait d'oublier des prestations ou pas, c'est d'utiliser les packages travaux comme on a vu au départ et d'ajouter ensuite les travaux plus spécifiques, notamment les travaux énergétiques, d'ajouter une pièce spécifique pour tout mettre dedans. D'ailleurs, vous pouvez mettre n'importe quel travaux à l'intérieur, mais si vous y mettez à l'intérieur, dans cette pièce-là, l'ensemble des travaux énergétiques que vous avez identifiés, par exemple dans le DPE, ou que vous, de toute façon, vous allez faire, vous pouvez le mettre directement dedans. Et dans ce cas-là, bah, il y a plusieurs lots liés à la rénovation énergétique qui se trouvent ici. Donc il y a l'isolation, donc ça c'est tout ce qui va être l'enveloppe paroi opaque. Vous allez retrouver ici l'isolation intérieure, l'isolation extérieure, l'isolation des combles. Donc si on part du principe qu'on est au dernier étage, on va pouvoir choisir sur les 50 mètres carrés, disons, de l'appartement, une isolation en vrac, moins cher que isolation en rouleau, moins cher que isolation sous rampant, donc entre guillemets sous comble aménagé. Donc disons que c'est des combles perdus ici. Hop, on valide le prix. On peut aussi ajouter directement l'isolation intérieure des murs. Euh, il y a plusieurs types d'isolation des murs. Soit ça va être de l'isolation collée, soit de l'isolation sur rail. Donc vous aurez tout loisir de discuter auprès de l'artisan sur la méthode, la solution la plus adaptée. Mais l'isolation sur rail, disons que c'est assez classique, standard. Et après, vous pouvez choisir si vous êtes sur des murs plutôt récents, maçonnés en béton ou en parpaing, de la laine minérale, ou si vous êtes sur des murs très anciens, pas très étanches, pour lesquels il faut que le mur respire, plutôt de la laine de bois. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Après, on met deux types d'épaisseur. Par exemple, ici, si on part sur une épaisseur de 14 centimètres, qui est un peu le standard de l'isolation des murs de maintenant. Vous choisissez la surface d'isolation, souvent, bon, voilà, on va prendre 30 mètres carrés sur un appart de 50, avec un revêtement en peinture sur les murs, standard, parce qu'après on met de la peinture milieu de gamme, haut de gamme. Je vous conseille de laisser la standard pour vous en tant qu'investisseur. Hop. Donc là, on a validé, oui, de l'isolation intérieure de murs, des combles. Euh, Si on a des fenêtres à changer, donc j'avais déjà pris l'exemple tout à l'heure, on peut changer des fenêtres en bois, en PVC, en alu. Donc, est-ce que c'est des fenêtres ou des porte-fenêtres, des baies vitrées? Est-ce qu'on veut mettre des verrières intérieures? Bon, là, en l'occurrence, ça ne sera pas de la réno énergétique. Donc, si on dit qu'on doit remplacer euh, deux petites fenêtres, pardon, ou trois petites fenêtres, par exemple, dans cet appartement, enfin, jusqu'à 1,5 mètre carré, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça vous permet, hop, d'avoir un prix sur les fenêtres. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre en termes de rénovation énergétique au niveau du chauffage et de la ventilation? J'avais parlé de ventilation. Si vous voulez mettre un ventilateur électrique, dites VMC simple flux hygroréglable, vous le choisissez ici. Vous pouvez remplacer des radiateurs, soit des radiateurs à eau, donc des radiateurs alimentés par de l'eau, souvent par une chaudière ou une pompe à chaleur, ou des radiateurs électriques. Donc après, panneau rayonnant, inertie fluide, inertie sèche, ça va dépendre plus de vos besoins que le DPE, parce que le DPE ne va pas vraiment regarder le type de radiateur, il va plutôt regarder la performance du radiateur, la certification. Donc là, on a fait radiateur. Il nous manque, bah, par exemple, les ballons d'eau chaude. Si vous devez remplacer un ballon d'eau chaude, vous allez dans plomberie, parce que c'est plutôt de la plomberie. Ballon ECS, donc ECS, ça veut dire eau chaude sanitaire. C'est vrai que ça, on pourrait mettre eau chaude parce que c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Voilà, est-ce qu'on veut ajouter un ballon d'eau chaude à un endroit où il n'y avait pas de ballon ou est-ce qu'on veut en remplacer un? Est-ce qu'on veut ajouter un ballon d'eau chaude thermodynamique? Là, si on remplace un ballon d'eau chaude, on peut choisir le volume, disons 50 litres ici, et valider. Ensuite, on valide l'ensemble des lots qu'on a prédéfinis pour voir un peu ce que ça donne en termes de prix. Donc on voit qu'on a la pièce ensemble qui est créée ici. Et là, on voit tous les travaux de rénovation énergétique qui se sont additionnés. Donc de la peinture sur les murs liée à l'isolation des murs, des menuiseries, le changement du ballon d'eau chaude, la fourniture de la VMC simple flux et le remplacement des radiateurs électriques.
Voilà. Et on se rend compte que tout de suite, les travaux de rénovation énergétique peuvent chiffrer assez vite quand on a des... Bon là, il y a beaucoup de surface de mur par rapport à la surface au sol, donc ça rajoute quand même pas mal de prix. Et puis là, on est un appartement au dernier étage, donc on a en plus l'isolation du plafond. Voilà, pour vous dire que tout ça, ça vous permet d'ajuster les prix et du coup, in fine, de constater que les ratios dont on a parlé avant peuvent se rapprocher ou s'écarter de la théorie en fonction de ce qu'on y met dedans. Voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce qu'on pouvait trouver dans l'application. Donc comme je l'ai dit, il y a le chiffrage en format PDF. On a aussi en bêta test une liste des matériaux, mais elle n'est pas encore tout à fait finalisée. L'idée, c'est d'y rajouter des prescriptions de matériaux, notamment tu parlais de prix au mètre carré, Antoine, tout à l'heure, voilà. La gamme standard, ce que ça indique en termes de sol, parquet stratifié. Là, à l'époque, il faudrait qu'on le remette à jour parce que c'était il y a quelques mois, ça a un petit peu augmenté les gammes standards, voilà, les références qu'il y a chez les fournisseurs, à titre informatif. Hop. Et puis, la possibilité, voilà, de trouver un artisan si vous avez besoin ou d'échanger avec nous via la messagerie sur les sujets techniques ou de prix des prestations. Voilà. Ok, on a pas mal de questions. OK. Euh, donc l'option de pouvoir chiffrer au mètre carré, ça, bah, on verra si l'outil, vous allez le faire ou pas, c'est-à-dire d'ajouter manuellement des prix. Donc, donc là, nous, cette application-là, enfin, elle nous paraît très complète, hein. C'est pour ça qu'aussi on l'a présentée avec Antoine, hein, qui est intervenu plusieurs fois. Après, il y a peut-être des choses qui manquent, hein. Enfin, il y a une question. Je ne trouve pas, par exemple, Olivier, le raccordement au tout allez-vous dans l'application. Mais est-ce que ça fait partie vraiment Ouais, de l'application? effectivement. Et Oui, justement, j'allais en parler dans ce qu'on va appeler disclaimer, on en a un peu parlé pendant la présentation, mais une estimation de remplacement de vie artisan. Et il peut manquer certains lots ou certaines choses à confirmer d'un point de vue prix à des experts, et notamment le coût des aménagements nouveaux, adduction d'eau, ajout de compteur électrique ou évacuation des eaux usées. Ça, on ne l'a pas intégré pour la simple et bonne raison qu'en fait, les prix sont très très variables dans les régions et en fonction du contexte spécifique du projet. Et donc, on a décidé pour l'instant de ne pas trop mettre la main sur ces aménagements nouveaux, si parlait de ça, si la question c'était autour de ça. bah, c'est un peu ça, c'est le raccordement tout allez-vous. Mm, Voilà, donc après, c'est pareil, hein, vous pouvez compléter, hein, comme on le dit, après, ça va vous servir. C'est pas le devis final, donc mm, en tout cas, c'est une estimation. Après, s'il manque un poste raccordement au tout allez-vous, il faudra peut-être mettre un chiffre qui sera Olivier, hein, dans ce cas-là. C'est pas toujours le mm, cas, hein, raccordement au tout allez-vous, c'est pas tous les projets qui ont ça. Mais si c'est le mm. cas, il faudra pouvoir le chiffrer évidemment en complément. Ouais. Et d'ailleurs, enfin, la réponse se trouve souvent en appelant la mairie ou le gestionnaire du réseau d'assainissement. C'est soit un organisme public, une mairie ou une communauté de communes, soit de plus en plus un organisme privé qui lui facture quand même assez cher ce type de raccordement. Tout à fait. Après, une question, et si on s'aperçoit qu'on s'est trompé dans le chiffrage, comment peut-on se rattraper si on a déjà fait l'offre? Alors, sur cette question-là, il y a on va dire qu'il y a, il y a- il y a- il y a- il y a deux réponses possibles, hein. La première, c'est si on s'est trompé légèrement. Donc, ça fait partie, on va dire qu'il y a une différence. Par exemple, je sais pas, on a fait un chiffrage voilà, il y a écrit 60 290 et que finalement, c'est 70 000. Donc, on est dans les Mm. 10-15% au-dessus. Ça reste dans le même ordre de grandeur. Ça ne change pas forcément tout le projet en fonction du prix du projet. D'accord? Maintenant, si on passe de 60 000 à 120 000, donc là, c'est fois 2, c'est plus du tout la Mm. même histoire. Donc là, il y a deux Ouais. choses. C'est soit on s'est effectivement trompé et potentiellement, on n'ira pas forcément sur le projet, soit, où on y va, hein, si on estime que ça reste cohérent, etc., en connaissance de cause, soit on manquait d'éléments. D'accord? C'est-à-dire qu'on a fait un chiffrage, je sais pas, on n'a pas vu la toiture, on l'a pas mise, on n'a pas vu les comptes, on n'a pas vu un appartement. Du coup, là, on peut faire éventuellement une nouvelle offre quand on manque d'éléments. D'accord? Ça, c'est possible. C'est-à-dire parce que nous, on a fait une offre avec ce qu'on a vu. Mais si on voit qu'il y a des choses, par exemple, là, Olivier qui disait le raccordement tout à l'égout, c'est pas forcément des choses qu'on voit à la première visite. Des fois, c'est des choses qu'on va voir plus tard. Et si on se rend compte que derrière, après avoir chiffré, après avoir fait l'offre, il y a des choses en plus que nous n'avions pas vues. Là, on peut se permettre de refaire une offre. D'accord? Mm. Donc là, c'est un peu le jeu, forcément, entre les deux, hein. On gagne du temps, on essaie d'être le plus précis possible, hein. C'est quand même précis, hein. C'est pas des... c'est quand même assez précis.
mais il peut toujours y avoir des erreurs. Donc là, après, c'est une décision. Mais la décision, ce qui est bien, c'est que c'est en amont, en fait, d'un achat. Donc dans tous les cas, il n'y aura pas une erreur finale avec ça. Oui, Puisque il faut se c'est. faire confirmer les Voilà, éléments. Il y tout a à fait. Ouais. plusieurs phases, mais Le problème, c'est d'avoir signé une vente et de se rendre compte après la vente qu'on a fait des erreurs. Là, c'est autre chose. mm, Mais si mm. c'est en amont, dans tous les cas, au pire des cas, on aura raté un bien. On en aura un autre. Oui, parce que si après la signature du compromis, vous arrivez à justement, et on vous le conseille ensuite de faire venir des artisans quand il y a des spécificités, des choses un peu particulières, par exemple une toiture à contrôler, une charpente à contrôler, bah là du coup oui, faites venir un artisan dans tous les cas après le compromis. Et Même si avant le jamais, compromis, hein. Même avant le ou même compromis, juste hein. avant Parce si que là, vous y on parle de arrivez. l'offre. Donc, on peut faire une contre-visite Mm. avec un artisan avant de signer le compromis. Oui, oui, si vous arrivez à mobiliser un artisan pour venir à ce moment-là, il faut surtout pas hésiter. C'est que souvent, c'est un peu compliqué. Après, si c'est pas votre premier projet, vous avez peut-être déjà des entreprises qui sont à même de venir. En fait, c'est Neufement. c'est compliqué, oui et non. C'est-à-dire que s'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous en êtes à là, vous avez tout le détail. Quand vous êtes sur un projet avancé, c'est beaucoup plus simple de faire venir une entreprise que sur des visites où finalement, on ne fait jamais d'offres, etc. C'est pour ça que ces Mm. outils-là, ils nous servent aussi beaucoup en tant qu'investisseurs. Parce que effectivement, les professionnels, on va pas les faire se déplacer 15 fois de suite sans jamais faire d'offres. Mais ça, c'est des Mm. choses qu'on acquiert aussi avec l'expérience. Ouais. Et comme on le dit, quand on est vraiment débutant, ce qu'on recommande, c'est de ne pas faire trop de travaux non plus. Donc, on reste dans des choses qui sont plus simples à gérer. Ouais, parce que Ouais, dès que vous allez rentrer sur des éléments, soit qui nécessitent bah, des accords d'urbanisme ou des faisabilités techniques importantes comme déposer des murs porteurs ou refaire une toiture, oui, tout de suite, le réflexe, c'est quand même, en dehors d'un chiffrage qui peut vous donner un ordre de grandeur du prix, de solliciter une entreprise dès le début. Là, il y a pas de doute, quoi. Parce qu'il faut se faire confirmer absolument ça tout à comme fait. tu le dis, de signer l'offre. Mais en fait, cet outil vous sert aussi. Bah là, on voit qu'on apprend en fait tous les postes de travaux, hein. Si on passe quelques heures là sur l'application, je pense Ouais. que tout le monde va progresser très rapidement en postes de travaux, en matériaux. Enfin, c'est quand même très clair. Et des Ouais. fois, ça nous sert juste à évoluer un projet, mais qu'on va même pas aller visiter. Si on se rend compte que ah bah, finalement, les travaux sont trop élevés, la négociation, elle va être trop importante. Du coup, ça va même nous dire, ça va nous aider aussi dans la présélection des biens. À ce stade-là aussi, ça nous aide vraiment cet outil-là, quoi. Oui, comme tu l'as Euh, dit, ça peut vous aider à vous familiariser avec un jargon et des termes qui ne sont pas forcément habituels et qui seront repris par de toute façon les entreprises que vous solliciterez. Donc au moins, vous saurez un peu de quoi ça parle, sans que ça soit trop technique. L'outil, ça permet quand même de mettre le doigt dans des aspects techniques et financiers qui vont vous aider. Bah, clairement, là, il y a une montée en compétences très rapide là-dessus, là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, sinon, c'est trompé. Pour les combles rampantes, question de Salvatore, on utilise les surfaces inclinées ou la surface au sol. Pour les combles, du coup, comment vous Ouais. calculez vos. Globalement, les quantités qu'on indique, c'est des quantités d'ouvrages. Donc, le raisonnement, bah, pour l'isolation, par exemple, des combles rampants, sous-rampants, c'est effectivement bah, une surface euh, mesurée et pas la surface au sol. C'est vraiment la surface sous-rampant. Après, il y a un écart de peut-être 15, 20, 25%. Il faut voir en fonction de la pente que vous avez. Et donc, vous pouvez, si vous avez un 50 mètres carrés au sol, par exemple, prendre 60 en vous disant que c'est à peu près ça, 60 ou 70 si vous voulez être sécure. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs usages de cet outil. Si vous voulez vraiment être sécure, bah, vous partez de quelque chose d'assez lourd, on va dire, en termes de budget, et vous saurez que la réalité se trouve un petit peu en dessous. Ça vous aide à négocier, ça vous aide à peut-être emprunter un tout petit peu plus pour les travaux. Enfin voilà, ça peut permettre plusieurs choses, qu'on surévalue légèrement les travaux ou qu'on les sous-évalue légèrement. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Il faut juste le savoir, qu'on sous-évalue et qu'on surévalue. Ouais, avec ça, ça vous permet de faire une offre clairement argumentée. Parce que là, ça veut dire qu'on va aussi fournir à l'agence, aux vendeurs, on va leur dire, bah, regardez, les travaux, c'est à peu près ce prix-là. C'est pour cette raison-là que je négocie tant. Vous voyez, c'est vraiment dans l'argumentation de l'offre. Là, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'avoir une offre très argumentée.
Il y avait une question sur l'isolation de l'intérieur diminue pas les mètres carrés si l'isolation par l'intérieur diminue les mètres carrés. Donc la Mm. question, c'est les zones tendues, hein, c'est-à-dire les zones où le mètre carré est très cher. Ce qu'il faut, c'est si la rénovation par l'extérieur n'est pas possible, ben, il faut le prendre en compte hein, dans le prix d'achat. C'est-à-dire que on doit savoir combien de mètres carrés on perd pour pouvoir éventuellement négocier le bien ou ne pas l'acheter. D'accord? Si vraiment on Ouais. perd trop de mètres carrés, je sais pas moi, Paris intramuros, 10 000 euros le mètre carré, perdre 3 mètres carrés, c'est 30 000 euros. Ouais. D'accord? Et Donc il là, faut il y a vraiment un la réel regarder, c'est vrai sujet. que, ouais, sur les Donc petites là, surfaces, comme tu l'as dit, surtout, là où, en fait, les endroits où on achète vraiment du mètre carré, il faut vraiment être très vigilant avec cette isolation intérieure parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais ça peut aller très très vite, hein. Sur des petits apparts, on peut vite faire de 1, 2, 3 mètres carrés. Ça va très très vite. donc là, il y a un réel sujet et ça veut dire des fois ne pas se positionner sur ces biens-là, concrètement. Maintenant, j'achète un immeuble de 500 mètres carrés où je refais tous les appartements dans une zone où les prix au mètre carré ne sont pas très élevés. Il n'y a pas vraiment de sujet. D'accord? Il n'y a pas Ouais, vraiment de sujet parce que vous améliorez aussi notablement le confort des locataires. D'accord? Donc, ces deux points de mesure, ça va vraiment dépendre du type de bien. Mais dans des zones tendues, prix au mètre carré très cher, il y a clairement un sujet. Les surfaces indiquées pour l'isolation sont-elles celles de la pièce ou celles des murs? Donc, l'isolation, c'est les murs, hein, c'est bien ça, hein. ouais. Ça C'est reprend ça, les murs. ce que j'expliquais, c'est que ouais, sur l'ensemble des prestations qu'on propose, et d'ailleurs un artisan réfléchira pareil normalement, sauf s'il vous donne un prix au forfait global, mais vous n'aurez aucun détail, ben, c'est des prix au mètre carré ou à l'unité voilà, posée. Donc au mètre carré, c'est des mètres carrés de mur, des mètres carrés de plafond, des mètres carrés de sol, pour avoir le total. Donc, vous avez une formule par rapport à la hauteur, c'est ça? Vous avez pris une hauteur Ah, standard? en fait, on propose de base, effectivement, par exemple, si je mets une chambre de 10 mètres carrés, ça va me mettre 28 mètres carrés de mur. C'est un ratio de compacité en fait, qu'on utilise pour une chambre, par exemple, et on a plusieurs ratios de compacité en fonction des pièces, mais vous pouvez très bien le modifier si vous avez la surface réelle. Mais en général, elle s'éloigne pas trop de ça, sauf vraiment géométrie un peu particulière. Mais voilà, ça va être plus ou moins ça, entre 20 et 30 mètres carrés. Mais après, vous pouvez très bien avoir fait votre plan ou avoir un plan à côté et reprendre toutes les mesures de manière précise et indiquer clairement que ici, par exemple, vous n'avez que 20 mètres carrés de mur. Du coup, vous Voilà. validez, ça va vous baisser le prix Donc ça, on peut le légèrement. modifier. Voilà, pour la Oui, question de Karine tout à l'heure, le prix ouais, c'est pour ça. l'instant au mètre carré, on ne peut pas le modifier. Par contre, on peut modifier les mètres carrés. Oui, Donc là, en pour fait, le vous coup, pouvez si vous modifier les avez, quantités. ouais. Donc si vous avez si vous avez bah, mesuré, hein, c'est-à-dire les murs, etc., vous pouvez rentrer les mètres carrés directement dans l'application. Donc comment Mm. ajouter un poste qui n'est pas disponible dans l'appli, dans le chiffrage? Donc ça, c'est soit un devis à part, hein, comme le raccordement tout à l'égout, c'est ça? Ouais, c'est ça. Soit il y a une façon de le faire, une pièce en jouant un peu sur les. Pas vraiment, ou c'est comment. Alors, si vraiment on se rend compte qu'il n'y a pas du tout la prestation, parce que par exemple, on a la question sur les lots extérieurs, on n'a pas, là on laisse la possibilité de chiffrer des terrasses et du ravalement de façade, donc c'est juste de la peinture ou de l'enduit, mais on ne laisse pas la possibilité de faire de la clôture ou de l'aménagement paysager. Bah, ça, malheureusement, avec notre appli, vous n'allez pas pouvoir le chiffrer. Donc, soit vous nous posez la question, on a la réponse dans la messagerie. On peut vous le donner comme ça à la volée par rapport à nos retours d'expérience. Parce qu'on a aussi des bases de données qui ne sont pas dans l'appli, parce qu'il faut comprendre que l'application, si elle était trop remplie, elle serait inutilisable. Et donc, il peut manquer certains lots. N'hésitez pas à nous demander si on les a en stock pour vous les donner en plus. Et si vraiment vous avez besoin de fournir le PDF avec la prestation en question qui n'existe pas, vous nous le dites, on peut le rajouter spécifiquement dans votre projet. Via notre back-office, on peut vous le faire aussi. Ok. Si je suis clair par rapport à ça. Euh, Salvatore, on peut calculer la perte de valeur liée à la surface perdue à cause de l'isolation, surtout pour les prix. Oui, on a répondu, hein. Du coup, concrètement, oui, c'est un calcul de perte. Et après, c'est multiplié par le prix au mètre carré, tout à fait, hein, Salvatore. Ouais, ça, l'application ne le fait pas parce que c'est vrai que la valorisation est toujours un tout petit peu plus compliquée que juste. Bon, il y a effectivement ce que tu dis, on perd des mètres carrés, donc mécaniquement, on perd de la surface et du coup, on perd de la valeur. Mais d'un autre côté, vu qu'on améliore le bien, voilà, on peut aussi se baser sur les décotes et les surcotes des passoires thermiques par rapport aux biens immobiliers qui sont améliorés.
Et du coup, il y a une valorisation un peu meilleure par rapport à ça. Donc là, c'est toujours un peu Tout à compliqué. Là, fait. on va se retrouver dans l'estimation de biens. C'est du On a cas une... par cas. Là, c'est du cas Ouais, par cas. La réalité, elle ouais, est entre les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'on enlève 3 mètres qu'on perd 3 fois le prix au mètre carré. Mais la réalité, elle va quand même être entre les deux. Surtout sur les petites surfaces. ouais. Parce qu'effectivement, vous allez améliorer le bien énergétiquement, donc vous allez l'élever Valoriser. par rapport à la moyenne Mm. du marché, donc vous serez Tout à un peu fait. mieux positionné à la Mais revente. c'est clairement un sujet. Alors ça, on ne peut pas dire l'inverse. C'est un sujet, Ouais, la perte de exactement. mètres carrés. Que pensez-vous de... À titre informatif, juste, je finis, on propose une fonctionnalité d'estimation de biens immobiliers. Alors, c'est un partenaire qui nous met à disposition son outil qui permet d'estimer. Donc, c'est un outil en plus de ceux qui existent Ah, déjà sur Internet. On reste- on a eu un beau petit trait là. On est encore... ouais, hop, Bon, on va le c'est pas laisser grave. pour l'instant, mais On sait comment ouais, faire maintenant. on a compris. Ok. Du coup, donc voilà. Donc pour l'outil, nous l'estimation, on en parle là, mais on l'a pas testé, donc on peut pas vous dire s'il est bien ou pas, hein. Antoine, il y a quand même un sujet. Enfin, après les outils d'estimation, de toute N'hésitez façon, pas à nous challenger sur les prix. voilà. De toute façon, c'est sur l'estimation, vous pouvez aussi faire passer l'agence, regarder l'historique des ventes dans la zone. Enfin, il y a pas mal de techniques pour pouvoir avoir une idée. Alors, que pensez-vous de l'isolation phonique? L'avez-vous? En fait, l'isolation phonique, elle va être ça va être sensiblement la même chose que l'isolation thermique. Donc, si par isolation phonique, la personne entend le fait de mettre un isolant, la laine de minéral, que ce soit de la laine de verre ou de la laine de roche étant un peu meilleure pour les sujets acoustiques, bah, le prix va se retrouver dans ça en fait. Quand on veut faire un doublage acoustique sur un mur, classiquement, on met de la laine minérale avec les mêmes ordres d'épaisseur, 8 ou 14 centimètres. Voilà, ça améliore l'acoustique. Après, si on parle d'isolation acoustique avec des baffles acoustiques ou avec des matériaux un peu différents, bah là, c'est très spécifique. Mais classiquement, quand on isole deux appartements entre eux en cloison, par exemple, dans le neuf, ça se fait beaucoup, on met ce qu'on appelle une SAD, donc une cloison séparative avec de la laine minérale à l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien chiffrer vos mètres carrés à isoler acoustiquement avec ça. Ok. Jean-Claude qui demande, y a-t-il une option pour l'isolation du sol? Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. En fait, en isolation au sol, on a plusieurs possibilités. Donc, il y a trois principales possibilités. La première, c'est la moins contraignante, c'est la sous-couche isolante, entre guillemets. C'est une sous-couche isolante en liège. D'ailleurs, on devrait le préciser ici que c'est du liège. Parce que voilà, c'est une sous-couche que vous mettez sous le revêtement, sous le parquet, sous le carrelage. Et ça vous permet d'avoir une légère amélioration, correction thermique, mais ce n'est pas considéré comme une isolation très performante. En termes d'isolation performante en plancher bas, vous pouvez avoir sur plancher. Donc ça, c'est avec ce qu'on appelle sous-chape. Donc en fait, vous mettez un isolant très rigide et vous venez couler du béton par-dessus. Ça vous fait perdre de la hauteur sous plafond. Donc attention si vous prévoyez d'isoler comme ça. C'est parfois faisable quand on doit rénover un plateau complet et qu'on a tout à refaire. Dans d'autres cas de figure, c'est juste pas faisable. Dans ce cas-là, il faut regarder si on est sur terre-plein ou sur vide sanitaire ou sur cave. Si vous êtes sur vide sanitaire accessible ou sur cave, vous pouvez utiliser une isolation sous plancher, ce qu'on appelle chevillé collé. C'est un isolant avec une finition un peu grossière, en gros, avec des fibres. Et ça peut être chevillé collé sous le plancher, par le dessous du coup. Donc il y a les deux possibilités, effectivement. Ok, merci beaucoup. Les artisans partenaires de Bisco sont répartis dans toute la France ou bien uniquement dans une zone spécifique. Donc, juste pour information, un disclaimer sur les artisans Bisco. Les Mm. partenaires de Bisco, c'est les partenaires de Bisco et ce ne sont pas les partenaires de leurs animaux. D'accord? Donc, si vous avez recours à leur service, c'est de votre responsabilité, celle de Bisco, mais ce n'est pas celle de leurs animaux. On n'a aucun intérêt financier, nous, sur les partenaires euh, de Bisco. Ouais, c'est Après, bien de le voilà. rappeler. C'est bien de le rappeler. Du coup, nos partenaires, on en a à l'échelle nationale. Alors à chaque fois, on les a localement. Donc c'est soit des entreprises générales ou des contractants généraux, donc tout corps d'État, qui vont prendre l'ensemble du projet de rénovation. Soit c'est dans des zones un peu plus reculées où on n'a pas d'entreprise générale, c'est des courtiers en travaux qui, eux, ont l'habitude de travailler avec des entreprises en faisant du volume.
Et donc, on a un partenariat avec des courtiers et des entreprises générales partout en France. Ok. Combien coûte un raccordement au total égout? Donc Françoise, donc ça, ça va dépendre un peu Ouais. Ah, voilà. c'est très variable parce qu'en fait, entre la maison qui est à 20 mètres de la rue et sur laquelle il faut faire 20 mètres de tranchée, plus 20 mètres de tuyaux et la raccorder, et une maison qui est très proche, et le fait que les entreprises privées qui gèrent les réseaux sont plus chères que, en général, les communautés de communes qui gèrent ça, voilà, ça peut aller de 1000 à 5000 euros assez facilement, quoi. Voire beaucoup plus dans certains cas. Donc, c'est un peu comme les raccordements électriques via Enedis. Si vous êtes loin de l'endroit où il va y avoir le raccordement, loin du poteau électrique, Enedis va vous faire le calcul et va vous facturer une prestation différente. Et il faut avoir les ordres de grandeur pour l'électricité. Enfin, nous, de ce qu'on voit, entre 500 et 2500 euros. L'assainissement, pareil, même plutôt 2000, 3000 euros. Voilà, c'est des ordres de grandeur, mais qui peuvent varier fortement quand même. Merci pour la réponse. Quelle marge en moins suppose de travailler avec une entreprise générale du bâtiment au lieu de travailler avec des artisans par poste? Ouais. Ok. Euh, En fait, quand je dis, c'est vrai qu'il faut vraiment dissocier la manière dont fonctionnent les entreprises. En gros, une entreprise générale ou un contractant général, c'est une entreprise qui a une partie de production en interne ou pas, ou qui sous-traite l'ensemble des travaux, mais qui prend l'ensemble d'un chantier. Par exemple, une entreprise qui fait que la peinture ou souvent que le gros œuvre, elle va sous-traiter à un plombier les travaux, à un électricien les travaux, et elle fonctionne comme ça toute l'année. Ce qu'on appelle une entreprise générale. Elle n'a pas forcément tout en, en main-d'œuvre en propre. Par contre, elle a des sous-traitants avec qui elle fonctionne bah, tout au long de l'année, comme le font les grosses entreprises du BTP, Vinci, Bouygues et Eiffage. Elles n'ont quasiment pas de production en propre, à part pour du gros œuvre. Tout le reste, c'est des entreprises euh, qui sont indépendantes. C'est ce qu'on appelle une entreprise générale. Et donc, ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est que vous avez un seul interlocuteur qui va gérer l'ensemble des lots, donc c'est un peu plus facile de discuter avec lui. Souvent, ils sont un peu plus staffés, à la fois techniquement et aussi administrativement quand il y a des sujets de montage de dossiers d'aide financière notamment. Si vous faites appel à des entreprises corps d'État par corps d'État, donc un électricien, un plombier, bah, vous allez devoir faire la coordination. Mais du coup, comme ils seront moins staffés, unitairement, ils seront un petit peu moins chers. En tout cas, de manière générale. Par contre, vous allez avoir, vous, du temps à consacrer au fait de les faire parler ensemble et les faire enfin, se coordonner correctement. Donc c'est un peu ça la grosse différence. Et encore en dessous, on va dire si on met du haut vers le bas en termes de prix, il y a vraiment le micro-entrepreneur qui a vraiment le statut de micro-entreprise qui lui échange son temps contre de l'argent sans charge salariale, puisque c'est lui tout seul. Éventuellement, il peut sous-traiter certains trucs, mais voilà, lui, il sera plutôt à même de prendre des petits chantiers. Mais si vous le mettez sur des gros chantiers, voilà, il faut vous assurer de la qualité de la personne et du fait qu'il ne soit pas un peu noyé, parce que en général, c'est plutôt pour des petits projets, hein, ce type de profil. Un petit projet, ça peut suffire, hein. C'est pour ça, sur certains petits projets, vous Ouais. pouvez avoir recours à un micro-entrepreneur qui peut faire Ouais. tous les travaux. D'accord? Après, c'est vrai que Après, la micro-entreprise dans le bâtiment, elle a tendance à disparaître parce que bah, avec les nouveaux seuils là, qui apparaissent ou qui vont apparaître, ça devient de moins en moins intéressant pour eux, donc les charges augmentent aussi. En fait, la grosse différence, c'est que souvent, quand vous faites appel à une toute petite entreprise, elle va peut-être avoir plus tendance à vous demander est-ce qu'on fait une partie au black, est-ce qu'on fait une partie déclarée? Et c'est là où ça peut devenir un peu dangereux pour vous, c'est de vérifier que vous allez bien avoir une facture, que l'entreprise elle est bien assurée pour le type de travaux avec les montants qu'elle va réaliser. Et c'est là un peu l'enjeu, quoi. Et vous avez plus de risques de tomber sur ce hmm, type de profil avec une petite entreprise qu'avec une grosse. c'est ça. Et si vous prenez des corps de métier séparés, la recommandation, c'est essayer de travailler avec des gens qui se connaissent ou qui ont déjà travaillé ensemble. Il y a souvent des Ouais, équipes, hein, ce qu'on appelle des équipes, c'est-à-dire que un plaquiste, il est habitué à travailler avec un électricien, avec un plombier, et il vaut mieux des gens qui aient déjà travaillé ensemble et qui se connaissent. ouais, Parce c'est que clair. vu qu'il y a un calendrier et il y a par exemple, des fois, l'électricien ne peut pas intervenir avant que le plaquiste soit passé ou inversement. S'ils se connaissent pas, ça peut poser des problèmes. Que s'ils se connaissent, ils ont déjà habitué à travailler ensemble et ça peut permettre d'avoir déjà une meilleure coordination sur le chantier. Mhm. Et donc, la différence, si on dit en termes de prix, est-ce que vraiment on peut donner un pourcentage de différence?
Je prends une entreprise tout corps d'État versus je prends tous les artisans séparés. Ouais, c'est un peu délicat parce que ça va dépendre, mais euh, vu que les charges fixes de l'entreprise générale elles vont être plus élevées, souvent elle est équipée de commerciaux, de personnes qui vont gérer des chefs de chantier, des conducteurs travaux. Je dirais qu'il faut compter un petit 10% d'écart, 10 à 15%. Et le niveau du dessus, c'est si en plus vous avez ce qu'on appelle une maîtrise d'œuvre, donc là un architecte, là vous allez prendre 15 à 20% en plus sur le projet. Il n'y a pas toujours un très gros écart entre les entreprises générales et Mm. les corps d'État séparés, parce que souvent les entreprises générales, elles se créent de base avec des personnes qui travaillent bien ensemble et ils décident ensuite de monter entreprise générale. Et finalement, le fonctionnement reste quand même un peu le même. Donc, ouais, vous allez quand même avoir un petit écart je dirais, de l'ordre de 10%. Et après, ça va dépendre aussi des corps de métier. Par exemple, on n'a pas parlé de la rénovation énergétique en détail sur les artisans, mais si vous faites appel à une entreprise qui est reconnue garante de l'environnement, donc qui peut travailler dans le cadre des aides financières. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui... Vous êtes obligé de passer par une entreprise RGE pour demander certaines aides financières. Dans ce cas-là, elle va avoir des charges beaucoup plus lourdes et elle va être beaucoup plus chère, par contre, là, de l'ordre de 20%, par rapport à la même entreprise générale. Juste parce que elle, administrativement, elle est beaucoup plus contrainte, elle a des problématiques de besoin en fonds de roulement parce qu'elle va devoir avancer des chantiers, être payée largement après par l'État. Enfin, voilà. Tout ça fait que une entreprise RGE va être en général, en tout cas en ce moment, beaucoup plus chère. Il y a une petite inflation liée à ça. Mais il peut y avoir des aides en face. Donc des fois, ça fait Voilà, équilibre. il y a des aides en face, donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Il faut faire le bilan. Bureau d'études qu'on va devoir payer 2 ou 3 000 euros. Entreprise générale, 20, enfin 15-20% de plus. Est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? Sur des gros chantiers, ça en vaut la chandelle. Et parfois, sur les petits chantiers, non, clairement. D'accord, ça reste du cas par cas. Et après, l'autre point qu'on peut dire, c'est quand on travaille avec une entreprise générale ou un maître d'œuvre, c'est ils ont déjà toute l'équipe d'artisans. Donc finalement, les prix sont pas forcément beaucoup plus chers parce qu'ils ont déjà des tarifs enfin, un maître d'œuvre, il travaille déjà avec une équipe d'artisans. Donc il a déjà des tarifs, des choses. Peut-être que lui, finalement, il aura un tarif qui sera plus bas que vous en direct. Oui, il y a une question de volume, c'est vrai. Et puis même pour les entreprises générales qui sont relativement grosses, enfin, au-dessus de 10 salariés, après, elles ont des prix fournisseurs beaucoup plus intéressants. Voilà, Donc, exactement. Donc des faut fois, faire la aussi en différence, sorte. elle est pas si importante. Karine, faire une offre sous condition de contre-visite pour valider le budget estimé pour les travaux. Donc, en fait, oui, dans certains cas, c'est possible de, 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 de mettre une condition suspensive dans l'offre. Ce qu'il faut voir, ça va dépendre le niveau de concurrence sur le bien. Mm. Ouais, D'accord? Si clairement. c'est un bien qui est très négociable, il y a le temps, etc., on va pouvoir largement le faire. Si après, il faut aller un peu vite, des fois, on ne peut pas forcément faire ça. Mais dans tous les cas, quoi qu'il en soit, même si on ne le met pas sur l'offre, avant de signer le compromis, on le fera quand même. Et dans le pire des Voilà. cas, si jamais vous vous rendez compte de sujets trop lourds pour vous d'un point de vue travaux, après le compromis, vous avez toujours la possibilité de sortir tant que vous n'avez pas Voilà, l'acte authentique. Si jamais, voilà. exactement. Il y a encore plein d'étapes où on peut ressortir. C'est pour ça que c'est vraiment important de ces sujets-là. Mais il y a encore plusieurs étapes où on peut sortir si besoin. Voilà, donc tu peux le faire après l'offre, voire même après le compromis. Alors, il y a une question un peu spécifique. Est-ce que pour un mur porteur à colombage, il faut consulter un ingénieur structure pour enlever les briques pour créer une ouverture? Ouais, ça c'est très spécifique et je ne vais pas pouvoir répondre à la question, mais nous, on donne un ordre de grandeur sur les ouvertures de murs porteurs en mètres linéaires à ouvrir, jusqu'à 2-3 mètres linéaires. En maçonnerie traditionnelle, que ce soit de la pierre, du béton ou du parpaing, enfin de la maçonnerie classique. Mais là, pour la question spécifique d'un bien à colombage, là, ça me paraît. Le fait de chiffrer, par exemple, qu'il y a 2 mètres linéaires à ouvrir, ça te donnera un ordre de grandeur, mais tu dois, dans tous les cas, faire confirmer par une entreprise. Parce que les prix peuvent varier. C'est comme pour une modification de charpente, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre en fonction de ce qu'il y a à faire et de est-ce que c'est faisable techniquement. Ouais. Souvent, c'est faisable. En fait, souvent dans le bâtiment, il n'y a pas de contraintes techniques absolues, mais il y a des contraintes financières qui sont telles que ça devient inenvisageable.
Exactement, donc il faut faire certains choix. Il y a une question de Mathieu hein, qui est du coup intéressante, on rebondit un peu là-dessus. C'est, voilà, donc moi je dis souvent que pour les débutants, il faut éviter les gros travaux. Donc qu'entend-on par gros travaux? Donc concrètement, les travaux pour débutants, enfin dans le sens, ça va plutôt être du second œuvre, du rafraîchissement, donc, mais qui ne soit pas forcément total. Donc on va donner un exemple, hein. Tu peux refaire une salle de bain, refaire une Mm. cuisine, des Mm. sols, des peintures, quelques cloisons, d'accord? Changer des Et fenêtres voilà, aussi. changer les fenêtres, des choses comme ça. Ça va être des travaux, on va dire, réalistes pour un premier projet. Surtout si potentiellement il n'y a pas tout à faire, hein, parce que des fois c'est qu'une cuisine, pas la salle de bain. Les fenêtres sont déjà là, donc c'est pas forcément tout, d'accord? Mais après, les gros travaux, c'est concrètement, c'est du gros œuvre. Donc ça va dire, parce qu'on disait, hein, casser un mur porteur, euh, faire une division, toiture, charpente, euh, agrandissement, toutes ces choses-là, là, ça va être considéré comme des gros travaux. Donc, je sais pas, tu vas racheter un immeuble qui est tout cassé, où il n'y a pas d'appartement, il faut tout faire, plus des extérieurs, je sais pas moi, des chapes, enfin plein de choses comme ça, on va éviter. Parce que c'est trop, il y a trop de risques au niveau des travaux, au niveau du chiffrage, au niveau de ce qu'on va pouvoir découvrir par la suite. Donc, c'est plutôt ça qu'on va éviter. Tout à fait, ouais. C'est exactement ce que tu as mis, ces gros travaux. Mur porteur, toiture, agrandissement. Toiture, on peut encore, ça dépend, hein, c'est du cas par cas. Mais si c'est tout cumulé, on va éviter. Et surtout, si tu n'as pas de confirmation solide dans ta réflexion par des entreprises, par peut-être des connaissances que tu as, en tout cas, si tu n'as pas de confirmation sur le prix estimatif que ça va te coûter, c'est là où ça peut devenir dangereux parce qu'on peut avoir tendance à vite sous-estimer ou à vouloir faire rentrer au chausse-pied un prix travaux alors qu'on sait que ça va pas rentrer, quoi. Tout à fait. Parce que si on commence sur la charpente, là, des choses comme ça va être très lourd en termes de travaux. Et en fait, il faut faire intervenir plusieurs entreprises, plus d'entreprises aussi. Mm. Donc c'est ça aussi qui peut être plus complexe. Salvatore qui nous dit dommage sur la perte de surface, du coup on ne peut pas trop faire des rénovations énergétiques murales en zone tendue. On ne profite pas des possibilités des FEV. Il faut négocier fort, c'est un peu la limite, on va dire, de ça, c'est-à-dire que les vendeurs, ils veulent pas trop baisser parce qu'ils estiment que bah, le prix au mètre carré, il est élevé, hein, ça va tort. Et toi, tu estimes que du coup, il faut baisser fortement parce que tu es en F ou G, que potentiellement, il faut isoler par l'intérieur. Après, il faut quand même vérifier, dans certains cas, on peut éviter l'isolation par l'intérieur. Ouais. Donc, c'est ça aussi. Ouais, ça arrive parfois et puis ça dépend des objectifs, encore une fois, parce que moi je parle de l'étiquette D qui nécessite dans la plupart des cas d'isoler par l'intérieur, mais parfois tu peux dire, ok, dans un premier temps, je vais pas isoler par l'intérieur, je vais accepter d'être en étiquette E, peut-être, mais au moins j'aurai pas ce sujet de perte de surface habitable. Ou alors le fait d'avoir conscience, comme on l'a dit au début, que ça fait perdre des mètres carrés, parce que c'est physique, hein. La longueur fois l'épaisseur de l'isolation, enfin du complexe, donc isolant plus placo fait que tu vas perdre de la surface. Donc c'est souvent quand même assez facilement explicable au vendeur. Il l'a peut-être pas pris en compte lui, mais dans tous les cas, si dans ton projet tu as la nécessité d'isoler par l'intérieur parce que sinon tu peux pas atteindre une étiquette énergétique performante, bah dans ce cas-là, il n'aura pas le choix, il va avoir la question à chaque fois, le vendeur, et du coup, il peut comprendre aussi une négociation dans ce sens. Maintenant, il est. Alors, autant il y a un an ou deux, ça pouvait encore discuter, mais aujourd'hui, la banque demande de toute façon d'avoir minimum la lettre D dans la plupart des cas. Donc, en fait, dans le devis, forcément, ça apparaît quelque part. Mm. Donc, c'est assez dur que la question ne sorte pas. Donc, voilà. Et de toute façon, toi, en tant qu'investisseur, tu es obligé de négocier. Si tu peux pas négocier, tu as une perte de surface enfin, que tu perds potentiellement en valeur, tu pourras pas aller sur ce bien-là. Donc, il faudra aller sur un autre. Donc l'application, hein, Karine, elle est gratuite, l'application, hein. Donc Ouais. c'est Bisco, hein, et pour l'instant, elle est gratuite pour tout. Après, si eux, ils changent leurs conditions, bon, j'espère qu'ils nous feront une petite Mais oui. gratuité pour les membres leur niveau quand même. Voilà, Ouais, dans tous les cas, mais pour l'instant, elle est gratuite. Voilà, donc l'utilisation on de utilise. l'outil de chiffrage est gratuite. Ce qui est Ouais, payant, c'est le fait de faire des DPE projetés. Donc ça, c'est des études énergétiques vraiment spécifiques au bien. Ça, c'est payant, mais le chiffrage est gratuit, l'estimation du bien aussi. Euh, Peut-être qu'il sera question de limiter le nombre de projets par utilisateur, mais dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser, hein, voilà, n'hésitez pas. donc allez-y.
En termes de rapport qualité-prix, quel type d'isolation intérieure, mur et sol. En termes de rapport qualité-prix, Ouais. ouais, il faut même rajouter qualité, prix et performance thermique parce que tous les isolants ne se valent pas forcément, mais le moins cher, vraiment le moins cher, c'est le polystyrène que tu vas coller sur un mur. En termes de pose, c'est très simple, c'est pas cher et c'est aussi performant qu'une laine de verre sur rail. Mais euh, c'est pas conseillé du tout sur des murs anciens. Ça se fait sur des murs en béton ou en parpaing relativement récents, on va dire les constructions à partir des années 60. Mais en dessous, en fait, tu vas avoir une problématique de perméabilité à la vapeur d'eau des murs. Donc, si tu mets quelque chose à base de pétrole côté intérieur, tu vas créer une eau dans le mur et ça peut être problématique à l'usage. Donc, sur des murs anciens, tu vas plutôt mettre de la laine de verre, qui est un peu le tout venant du matériau. Sur des murs plutôt récents, du polystyrène ou de la laine de verre aussi, puisque c'est les deux matériaux les plus utilisés pardon, en isolation des murs par l'intérieur. Après, sur des murs anciens, tu vas plutôt partir sur de la laine de bois, de la laine de chanvre, en tout cas des matériaux respirant plutôt biosourcés, de la ouate de cellulose, voilà, ce type d'isolant. Mais du coup, tu seras plus cher. Donc vraiment, le rapport qualité-prix, performance, c'est laine de verre, polystyrène ou éventuellement du polyuréthane, qui est un peu comme le polystyrène à base de pétrole, qui est plus performant encore, à épaisseur équivalente, que vous pouvez mettre en pose collée sur des murs relativement récents, enfin des bâtiments voilà, en maçonnerie. Je sais pas si c'était ça le sens de la question. Je vois pas les questions, donc j'ai pas trop. Est-ce que tu penses que c'était ça, Antoine? On t'a perdu. Bon, j'avais coupé mon micro, pardon. Ok. Oui, je pense que c'est ça. Si jamais Pas les vous questions. pouvez reposer la question dans le chat. Je vous ai remis l'application, hein, le lien de l'application dans le chat. Vous l'avez aussi dans les outils Learnimo, d'accord? Donc vous pouvez le retrouver. app.bisco.fr, hein, je l'ai remis dans le chat. Euh, ok. Quelle est la limite d'un petit projet? Donc ça, je crois on en a déjà parlé, hein, Maëla. Un petit projet, c'est voilà, c'est principalement du rafraîchissement. Euh, Il faut pouvoir dimensionner vraiment le projet quand vous débutez, que ça vous paraisse cohérent et de pouvoir, vous, potentiellement le gérer, d'accord, et le suivre. Si vous voyez Après, il y a que c'est... des. Ouais, En fait, allez-y. juste pour répondre à ça concrètement, si vous voyez que ça a l'air beaucoup trop complexe, vous n'allez pas le visiter, d'accord? Comme ça, il n'y a pas de sujet. Parce que si vous allez le visiter, après, potentiellement, vous allez dire, ah, mais ça m'intéresse quand même, etc. Voilà, si vous voyez que dans la présélection, que le bien il y a vraiment trop de travaux, ça se voit hein, sur les photos, même ce qu'il y a écrit dans l'annonce, etc. Vous le voyez déjà. En fait, vous n'y allez pas. Comme ça, au moins, il y a pas de sujet là-dessus. Mm. D'accord? Il faut pouvoir le maîtriser. Par contre, vous allez pouvoir dans le futur aller sur ce genre de projet-là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais y aller. Mais c'est étape par étape pour ceux qui commencent. Après, il y a des personnes qui sont très avancées, hein, donc ils font des divisions. Enfin, il y a énormément de projets qui sont possibles, hein, des constructions. Il y a énormément de choses possibles, mais en tout cas, il faut vraiment y aller étape par étape. L'affaire, elle se fait à l'achat. C'est ça qui est très important. Euh, Céline, peut-on transformer une chaudière au fioul en chauffage air-eau en gardant les mêmes radiateurs en fonte et de circuit d'eau? Et quel tarif envisager pour une maison individuelle? Ouais. Alors, je pense que la question, c'est transformer une chaudière, enfin, remplacer sa chaudière fuel par une pompe à chaleur RO. Je suppose que c'est ça la question, en gardant les mêmes radiateurs, parce qu'effectivement, il y a un sujet. Souvent, effectivement, quand vous avez une chaudière fuel, une chaudière gaz, vous pouvez la remplacer par une pompe à chaleur RO. Donc, pompe à chaleur RO, ça veut dire qu'en gros, vous avez toujours les mêmes radiateurs, enfin, en tout cas des radiateurs à eau, et l'énergie utilisée, c'est de l'électricité avec des calories prises dans l'air. Donc vous avez souvent un module extérieur. C'est des sortes de ventilateurs que vous voyez le long des maisons, les mêmes que pour les climatisations RR, donc que vous voyez classiquement en appart pour la clim. Donc c'est souvent faisable de mettre la pompe à chaleur. Ensuite, il faut regarder si les radiateurs ils sont suffisamment dimensionnés parce qu'effectivement, une chaudière fuel ou gaz, elle va fournir de l'eau souvent à 80 degrés, ou en tout cas au-dessus de 65 degrés.
alors qu'une pompe à chaleur, elle va fournir de l'eau plus froide, en tout cas moins chaude, et du coup, il faut une surface de radiateur plus grande en théorie. Souvent, les radiateurs au départ, ils sont très dimensionnés, donc parfois, il n'y a pas besoin de les remplacer. Souvent, la question ne se pose pas si en même temps vous isolez les murs, parce que dans ce cas-là, vous baissez les déperditions, et donc souvent les radiateurs, ils suffisent, vous pouvez les conserver. Par contre, si vous touchez pas du tout à l'enveloppe de la maison, en l'occurrence, et que vous passez du fuel au chauffage RO, il faut se le faire confirmer par un chauffagiste euh, expérimenté, quoi. Parce que lui, il doit faire ce calcul de dimensionnement et il doit vous confirmer, en tout cas s'engager à ce que vos radiateurs ils soient suffisamment dimensionnés. Et si c'est pas le cas, il faut peut-être remplacer des radiateurs par des radiateurs plus grands. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas besoin de remplacer les radiateurs, ce qui est quand même le cas pour pas mal de projets. Dans ce cas-là, on estime qu'une pompe à chaleur RO de maison individuelle, si elle fait que le chauffage, c'est entre 10 et 15 000 euros, mais ça peut aller jusqu'à 15 à 20 000 euros si la maison elle est très grande. Et si en plus elle fait l'eau chaude sanitaire, parce que souvent la chaudière au départ elle faisait l'eau chaude sanitaire, donc ça veut dire mettre un ballon d'eau chaude à côté ou tout mettre dans la pompe à chaleur, ce qui est faisable. Mais dans ce cas-là, ça vous fait des systèmes à 20-25 000 euros à peu près. En fourni posé, encore une fois. Moi, je parle de prix entreprise, en sachant que c'est toujours possible d'optimiser, mais c'est un peu ça les ordres de grandeur. Hop, je sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais, peut-être. Oui, c'est tout chauffé par le fût, ouais. C'était la Ouais. précision. Après, la question, c'est est-ce que l'eau chaude sanitaire, donc l'eau chaude dans la salle de bain, la cuisine, elle est également faite par cette chaudière? Parce que si elle est également faite par cette chaudière, il va falloir remplacer la chaudière par un autre système aussi pour l'eau chaude sanitaire, donc soit intégré dans la pompe à chaleur, soit un ballon d'eau chaude à part. Bon, c'était juste ça la précision. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, Donc, ok. voilà, je vous invite à aller regarder aussi la conférence d'Antoine sur la performance énergétique. Ah, Olivier qui... Est-ce une bonne idée de mettre un chauffage eau thermodynamique commun à un immeuble? Chauffage eau thermodynamique à un immeuble, donc une pompe à chaleur en gros, une pompe à chaleur RO. Alors, il y a plusieurs réserves. La première, c'est que ça dépend de ce que tu veux faire de l'immeuble, parce que souvent les investisseurs, ils aiment bien dans un immeuble avoir des appartements, des entités indépendantes, parce qu'il n'y a pas de sujet de copropriété. À la revente, on revend des unités qui sont autonomes, indépendantes. Donc dans ce cas-là, ça va pas trop dans ce sens-là. Mais si tu veux quand même le faire et avoir une alimentation unique qui alimente tous les radiateurs de l'immeuble, c'est ce qui se fait dans beaucoup d'immeubles en copropriété, c'est souvent, enfin c'est faisable. Il faut regarder que ta pompe à chaleur, elle est suffisamment performante parce que plus l'immeuble sera gros et moins ça sera possible. Il y a une puissance max en fait à partir de laquelle les pompes à chaleur sont pas pertinentes et dans ce cas-là, tu peux faire un choix mix pompe à chaleur, chaudière gaz, si tu as déjà le gaz, et ça sera plus adapté que la pompe à chaleur seule. Et ça, il y a qu'un chauffagiste qui pourra te le proposer et te dire s'il a des équipements qui permettent de faire suffisamment de chauffage pour l'ensemble de l'immeuble, parce que ça dépend vraiment de la taille de l'immeuble. Mais ça se fait, hein. En tout cas, même dans des très grosses copropriétés, on peut avoir une grosse pompe à chaleur avec une chaudière gaz à côté en appoint. Ok, merci. Olivier l'a dit, donc ça, la réponse lui convient. Alors, Ok. Salvatore, question sur les charges de copropriété. A-t-on le droit d'isoler, améliorer le DPE et installer un chauffage individuel en se dissociant des charges de chauffage? Hmm, alors, Euh, normalement, non. Mais bon. alors, normalement, non. Après, là, Salvatore, on dépasse un tout petit peu peut-être le cadre de la Hmm. thématique, mais si tu as une connaissance, Antoine, n'hésite pas à la partager là-dessus spécifiquement, parce que c'est vrai que c'est une vraie question pour le coup. Non, mais j'allais dire que normalement, non, parce que en fait, en faisant ça, tu vas. Si, par exemple, tu n'es plus alimenté. Alors, ça dépend. Si tu conserves le radiateur existant et que toi, tu ajoutes un radiateur électrique, tu as les deux en fait, mais tu vas payer la même quantité de chauffage, sauf si tu as une individualisation des frais de chauffage. Dans ce cas-là, tu peux le faire. Par contre, si tu veux carrément supprimer le radiateur, pour moi, tu n'as pas le droit parce que, enfin, sans accord de la copropriété, du moins, parce qu'il va falloir recalibrer les pertes de charge dans le réseau. Et du coup, c'est le chauffagiste, en tout cas le gestionnaire de la chaufferie, qui va devoir refaire le réglage.
Et d'ailleurs, c'est lui qui va devoir couper l'eau pour que tu puisses couper le radiateur. Donc, pour moi, il y a un accord de copropriété à obtenir. Après, je ne sais pas, Antoine, si tu as d'autres expériences par rapport à ça. Alors là, c'est spécifique. En tout cas, je trouve la question pertinente parce qu'il y a une réflexion pour moi qui rentre dans le cadre vraiment d'investisseur. Maintenant, ça me Mm, paraît compliqué sans accord de la copropriété, mais mm, c'est à confirmer, peut-être se rapprocher de la copropriété pour mm. déjà poser la question, quoi, concrètement, quoi. Mais Ouais, en tout c'est cas, vrai la que ça question convient. et se poser sur cette question-là est très pertinent. En tout cas, moi, sur les retours que j'ai, il a fallu demander l'accord de la copropriété. Et d'ailleurs, souvent, elle a refusé parce qu'elle n'avait pas d'intérêt à ce que tout le monde se coupe du chauffage. Parce que si tout le monde fait ça, à la fin, en fait, bah, tu as une chaudière qui tourne plus au régime optimal. En fait, t'as d'autres problèmes qui viennent se créer. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Donc, oui, ce que je vous disais, donc bien regarder les rediffusions des conférences d'Antoine sur la performance énergétique, hein, qui est tout à fait liée à la présentation de ce soir. Et Ouais. si vous prenez les deux sujets et que vous les maîtrisez bien, vous avez toutes les billes pour pouvoir les négocier des biens. Parce qu'en fait, si vous y passez un peu de temps, comme on voit là, vous montez techniquement, en fait, vous montez en compétence assez rapidement. Et là, vous êtes, allez, je dirais, dans le top 5% des investisseurs au niveau de France et Belgique, hein, pour les Belges aussi. Mais voilà, c'est ces compétences-là qui vous permettent de bien négocier, de pouvoir se positionner sur les biens, de faire des choix aussi, hein, parce que les choix, il y a des arbitrages à faire entre les matériaux, on voit, hein, la performance scientifique, etc. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces deux conférences. Donc, pour information, Antoine, il peut aussi intervenir sur la partie des diagnostics projetés, d'accord? Tu peux faire des diagnostics en Ile-de-France, hein, c'est ça, hein, toi C'est directement. ça. En fait, on fait les DPE projetés partout en France parce qu'en fait, on se base sur le diagnostic du confrère qui a été fait pour la vente pour vous trouver les solutions bah, les plus pertinentes pour vous en termes d'amélioration énergétique. Et on fait les DPE enregistrés en Île-de-France parce Voilà. qu'il faut venir sur place pour venir faire le DPE. Alors, Karine, là, je t'inviterai à voir la conférence, hein. Tu vas la retrouver, tu auras la réponse sur qu'est-ce qu'un diagnostic projeté. Parce que si on rentre là-dedans, on va encore. Oui, on va refaire une. Ça sera pas la thématique ce soir, mais tu auras toutes les réponses, hein. Et n'hésite pas au prochain coaching groupé à nous la reposer si tu n'as pas la réponse. Mais voilà, pour faire simple, quand on a le projet de rénovation, on va voir ce projet où on va devoir potentiellement améliorer la performance. Et quand vous avez un diagnostic de performance énergétique classique, il va y avoir des chiffres, hein, qui vont vous être donnés. Tiens, pour de passer la note F à la note D, ça va vous coûter de temps. Sauf que c'est très standard, c'est très large. D'accord? C'est-à-dire que finalement, c'est un ordre de prix, mais nous, on va essayer de rentrer dans le détail, de baisser, etc., de challenger. Donc, le diagnostic projeté, c'est un diagnostic où il y aura vraiment une liste de travaux beaucoup plus précise à faire. D'accord? Donc, si tu fais ça avec quelqu'un en plus qui maîtrise comme Antoine, il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que Antoine, mais en tout cas, en l'occurrence, il y a Antoine aussi, qui maîtrise en fait vraiment le sujet, plus qui est lui-même investisseur et qui a la mentalité investisseur, il va aller plus loin dans l'analyse. D'accord? C'est-à-dire qu'il va comprendre ton besoin et potentiellement, en fait, les travaux qui. Ou même des fois, il va identifier quelque chose qui a été mal fait et tu vas pouvoir gagner une lettre ou tu vois, c'est ça. Ouais. C'est du cas par Ou cas, hein, ou en perdre une et bien négocier. En tout cas, nous, le voilà. but, c'est d'optimiser un peu vos coûts de travaux en fonction de vos objectifs. Voilà. Parce que on peut faire ce qu'on veut, mais ça dépend des objectifs aussi qu'on se fixe. On ne peut pas faire chuter le coût des travaux. Enfin, moi, je fais un projet actuellement, j'ai une isolation intérieure à faire, j'ai regardé s'il y a une possibilité de ne pas en faire, il y a pas de possibilité de ne pas en faire. Par Mm. contre, des fois, une isolation intérieure, c'est pas forcément tous les murs. Mm. Ouais, ça, on Vous peut faire de la voyez? dentelle. On peut isoler que certains murs, même Voilà. si la performance, enfin, l'amélioration va être limitée, mais c'est parfois jouable de pas tout isoler. Donc ça, c'est des petits sujets comme ça, mais à la fin, ça fait, comme on disait tout à l'heure avec Salvatore, bah, on gagne on garde des mètres carrés, voilà, ça va optimiser fortement le budget, donc la rentabilité, donc la négociation et tout. Voilà. Donc c'est ça l'idée. De pouvoir travailler comme ça. Et en sachant que ça paraît très complexe, mais en fait, finalement, rien qu'en regardant les deux conférences-là, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Et après, de toute façon, nous, les investisseurs, on a des compétences transversales. Donc, en fait, il faut qu'on connaisse comment on va discuter avec un diagnostiqueur. Mais d'ailleurs, c'est le diagnostiqueur qui va faire le diagnostic projeté. C'est pas nous. Nous, les investisseurs, on ne fait pas de diagnostic projeté. Sauf si on est diagnostiqueur et investisseur.
Alors Ils vont tous là, prendre Olivier là, différent. on va prendre une dernière question. Ah, il y en a deux là. Donc on va prendre les deux dernières questions, Olivier. Connaissez-vous des isolants minces très performants? Alors c'est quoi? Les peintures isolantes ou c'est quoi un peu Ouais, peinture isolante, on est encore sur l'au-delà, mais déjà les isolants minces, ce qu'on appelle isolants minces, ou parfois matériaux Non, réfléchis. je rigolais, Olivier, hein. J'avais compris que c'était pas les peintures et que tu avais des. Alors, en fait, les isolants minces, en fait, ils sont performants autant que leur épaisseur. Donc, en fait, ils ne sont pas si intéressants que ça. En fait, pourquoi il y a un quiproquo sur l'utilisation de ces isolants? C'est qu'en fait, ils sont censés être utilisés avec des lames d'air immobiles très épaisses. Donc, en fait, ces isolants sont plutôt utilisés en complément d'isolation en toiture, habituellement. En tout cas, ils ont été créés pour ça parce qu'ils ont un matériau réfléchissant qui empêche les rayons infrarouges du soleil de vraiment rentrer dans le logement, mais ils sont utilisés avec des lames d'air et dans ce cas-là, ils sont très performants. Mais posés contre un mur, en fait, ils sont aussi performants que leur épaisseur et donc pas très performants parce qu'ils font en général 2 à 4 cm d'épaisseur. Donc ils sont aussi isolants qu'un isolant de 2 à 4 cm d'épaisseur. Et si vous y rajoutez les lames d'air préconisées, vous êtes à 20 cm d'épaisseur. Donc en fait, vous annulez l'intérêt de cet isolant mince. Pour Hmm. l'instant, il n'y a pas eu de miracle technologique qui fasse que Saint-Gobain soit complètement à la ramasse sur ces isolants, puisque c'est Saint-Gobain qui propose la plupart des isolants qu'on a l'habitude d'utiliser. Et il n'y a pas de rupture technologique sur les isolants. Ce qu'il y a de plus performant, c'est le polyuréthane, c'est à base de pétrole. En fait, c'est rempli d'air, mais voilà, c'est quand même des épaisseurs de l'ordre de grandeur de 10 à 15 cm en termes d'isolation, si on veut quelque chose de très performant. Les isolants minces de 2 cm sont pas très performants, utilisés juste comme ça. Donc, Malheureusement. ouais, malheureusement. Bah, oui, parce que c'est vrai que s'il y avait une solution pour isoler avec 2 cm l'équivalent de 15, on serait tous Hmm. très contents. Mais merci pour la question. Il y a Cyr hein, qui nous fait un complément d'information par rapport à la question de tout à l'heure. Donc, je crois de Salvatore. Il est possible de remplacer les chauffages gaz par des chauffages électriques. Je l'ai fait sur des petites copros. Il faut bien évidemment avoir l'accord de la copro. Accord plus compliqué à obtenir dans une grosse copropriété. Voilà, concrètement. Voilà. Après, c'est vrai que, si possible, éviter les grosses copropriétés. Mm, mm. C'est vrai que ça peut paraître rassurant parce qu'il y a du monde, mais finalement, les décisions sont aussi très compliquées à obtenir. Voilà. Alors, Karine, c'est toujours sur la même dynamique. On va là. Est-il possible d'évaluer ce qu'un locataire peut gagner en termes de coût si le bien est en DPE A ou D, par exemple? Donc, oui, hein, il y a des ordres de grandeur hein, sur les diagnostics qui Ouais, te montrent les dépenses en fait par rapport à la lettre. ouais, vous pouvez Donc, vous tout baser à fait. là-dessus, Ouais. c'est sûr. Mm. Mm, tout à Après, il fait. faut faire attention parce que les enfin, les coûts d'énergie qui sont mis dans le DPE, c'est les coûts d'utilisation de l'énergie pour se chauffer, pour l'eau chaude sanitaire, pour l'éclairage et pour les auxiliaires de ventilation. Donc, c'est pas du tout, et la climatisation éventuellement, mais ça va pas prendre en compte si vous avez deux frigos, des grosses télés, des machines à laver, les lave-vaisselle, tout ça, c'est pas pris en compte. Ça va Donc, prendre les coûts standards. Voilà. Après, s'il y a ouais. des surconsommations, effectivement, ça sera. Enfin, des vous, pou- surconsommations, des consommations différentes, vous pouvez ça sera. rajouter 5 à 10% de consommation liée aux appareils annexes, hein. Après, nous, en tant qu'investisseurs, c'est vrai on vise la note D, hein, concrètement. Voilà. Ouais, La note D. c'est souvent le plus atteignable. Parce que souvent, pour passer en C ou en B, il va falloir mettre des systèmes thermodynamiques, donc pompe à chaleur, qui sont un peu difficiles à rentabiliser en tant qu'investisseur, même si ça améliore enfin, ça valorise le bien, c'est clair, dans le futur. Mais en tout cas, dans l'absolu et dans le présent, c'est difficile à amortir. Donc, c'est le calcul, hein, toujours par rapport au rendement. Au rendement et la valorisation. Parce que c'est là que on le précise, hein, le but, c'est que à la fin de tous ces travaux-là, il faut qu'à minima, le bien vaille un petit peu plus que le prix global qu'on a mis dans le projet. D'accord? Donc après, ça peut, dans certains cas, se calculer quand même, hein. Et aussi sur certains types de logements, c'est-à-dire que les logements sous comble, typiquement, il y a un sujet en termes de même une climatisation
voilà, une clim réversible, des choses comme ça. Ça peut être intéressant parce que les logements sous comble sont bien souvent très chauds l'été et assez froids l'hiver. Donc là, il y a des sujets aussi par rapport au type de bien. Ouais. Et si vous faites du Airbnb, voilà, c'est toujours un plus aussi et qui vous permet d'augmenter un peu le prix de la nuit si vous avez une climatisation réversible, plutôt que si vous n'en avez pas. Donc, Exactement. Donc il y aura un peu de cas par cas là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Antoine, hein. C'était très belle conférence, bien merci à toi pour technique. l'invitation. N'hésitez pas sur tester l'application, hein, à leur faire des retours aussi dessus. Pareil, hein, utiliser le simulateur Learnimo, hein, les deux, hein, c'est en complément, hein, donc n'hésitez surtout pas à utiliser les deux.